Quel dommage que Donald Trump soit fasciste, hein, raciste, sexiste, parce qu'en fait, quand même, toute cette mauvaise foi, il aurait fait un super podcasteur de la cellule. Ah, c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule aujourd'hui avec Valentin T. Hello. Bonjour. Bonjour. Je crois que j'ai mis le volume un petit peu fort pour ce podcast. 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est bien. Donc Valentin T, tu es théoricien, tu aimes beaucoup la théorie en règle générale. J'adore. Tu fais aussi des piques au jeu. Ouais. On a eu l'occasion bien des fois de t'accueillir dans ces micros. Merci d'être présent. Nous sommes également avec Antoine Morgenthaler. Bonjour, bonsoir. Antoine, qui est lui aussi en train de créer son propre jeu, qui a pour l'instant comme nom de code le crime et qui s'appellera pas comme ça, paraît-il. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac, auteur de l'agence. Bonjour. Salut, ça va, Adrien. Et avec Fabien Salut. Hidline. Et aujourd'hui, c'est vous deux un petit peu qui faites l'objet de ce podcast. Nous 3, 4, Nous trois, 5, 8. Ah oui, vous êtes... attendez, parce que qui Je est crois que nous sommes la crédité même personne. auteur de Minute pour toujours? Fabien, Valentin, Lucas, Adrien. Très bien, ok, tu vois, je savais même plus. Alors attends, oui, donc du coup, c'est vous trois, alors au moins Valentin, Fabien et Adrien qui faites l'objet de ce podcast à travers votre production Minuit pour toujours. On avait eu l'occasion de faire un playtest avec beaucoup de monde à la Barreau il y a de cela une saison maintenant. C'est l'occasion, maintenant que le jeu est sorti, publié, de refaire un petit point, un petit one-shot sur... Pour que le podcast soit plus compréhensible, hein, on va être Ouais. honnête. Déjà, on peut parler des nombres de ventes. On en est à quoi? 3 243 922, je crois. Ben, Ouais. Ça dépend en quelle base tu comptes. D'accord. D'accord, très bien. Donc, ce qui fait la différence quand même, c'est que 3 maintenant- 4 722 selon la police, 12 milliards 700 millions selon la CGT. ce qui compte, c'est que maintenant, bien sûr, le jeu a été publié, donc ça change vraiment tout. On est maintenant sûr, les mécaniques sont ancrées, et donc vous pouvez le trouver. Où est-ce qu'on peut le trouver Partout gratuit sur alcyon-jdr.com, donc mon site, sur Itch.io, sur DriveThru RPG, enfin voilà. Et si vous tapez Minuit pour toujours sur internet, de toute façon, c'est relativement peu courant comme séquence de mots pour pouvoir le retrouver fastoche. Très très bien. Et alors, pourquoi est-ce qu'on enregistre un one-shot en plus du playtest qui avait déjà été assez complet, je trouve, sur le jeu? C'est parce qu'on avait la sensation, à l'écoute du podcast, qu'il y avait aussi des idées, on va dire, politiques que le jeu transmettait, qui n'avaient pas fait Exactement. l'objet de la discussion à cette époque-là. Et On donc, parlera peut-être ça a un donné peu. envie de refaire une émission sur le sujet. On reparlera un peu peut-être de quelques addendums au podcast sur le fascisme, notamment pour répondre par exemple aux questions d'Adrien ou de Jérôme sur la question. D'accord, ok. Nous sommes rejoints également par Céline, Salut, qui se Céline. pose là, pour nous écouter sans doute. Non, je suis juste venue écouter le mais c'est début, très mais bien. je vais me sauver très vite. Ah d'accord, ok. Entendu. Donc, Fabien, Adrien, Valentin, est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, nous présenter rapidement Minuit pour toujours? Représenter, si j'ose dire. Eh ben, Minuit pour toujours, c'est un univers dans lequel la Terre s'est arrêtée de tourner. Et avec le froid, il y a plein de gens qui sont morts, il y a plein d'espèces qui sont morts. Et il y a un système autoritaire et oppressif qui s'est mis en place et qui fait que la plupart des gens vivent sous terre, font fonctionner des réacteurs nucléaires, clonent de la viande pour que les gens puissent manger. Et à la surface, il y a une intelligentsia qui vit dans le froid. Riche, noble, décadente, droguée. Voilà. Enfin, tout le monde est drogué en fait. Enfin, ça, c'est ce que vous dites. Exactement. Parce que tout ça, ce ne sont que des rumeurs. D'accord. Et donc, pour tenir, il y a plein de gens qui prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, des hallucinogènes, des antéogènes, tout ce que tu peux imaginer pour tenir le coup. Ouais. Et à côté de ça, il y a plein de rumeurs qui circulent prétendant que les extraterrestres seraient responsables de l'arrêt de la Terre afin de nous étudier ou de nous exterminer, qu'il y aura des créatures innommables qui émergeraient de zones irradiées, qu'il y aurait un lieu... Que les gens qui vivent dans les zones du crépuscule enlèvent les enfants pour les torturer. Enfin, tout et n'importe quoi. Qu'il y aurait des anarchistes du Front de Libération de la Réalité, qui auraient justement des tentatives de corruption de l'État, des tentatives démocratiques d'en faire un État
plus juste, qui viendraient des pays du crépuscule, des choses Des comme ça. révolutions prolétaires fascisantes. Qu'il y aura des clones, qu'il y aura des... On dit aux enfants surtout ne parlez pas aux mouettes mécaniques qui vivent à l'extérieur. Enfin voilà. Et une bonne part de l'univers est fait de rumeurs comme ça. De rumeurs, exactement, c'est ce que j'allais dire. Même Voilà, 80, enfin c'est 80% pas un de jeu dans l'univers. lequel l'univers vous est présenté de façon objective, de façon objective. En vrai, pardon. c'est presque plus un univers poétique dans le sens où les mots qu'a dit Fabien, la drogue, l'extérieur, le froid, machin, il y a des parties où ça peut ne pas apparaître factuellement, mais tous les autres éléments peuvent apparaître autrement en fait. L'idée, c'est avant tout un monde où la stabilité de la réalité part en couille. Ouais, c'est ça. C'est ça presque le plus important. La Et réalité le reste, c'est une instable. sorte d'esthétique qui est là pour avoir un petit cadre un peu uniforme, mais qui en vrai n'est même pas si important que ça. Ouais, très très bien. Je pense qu'une petite partie de Minute pour toujours, c'est bon, bah, vous êtes à Paris en 2020 et on commence la partie comme ça. C'est Ouais, possible. Tout à fait, Oui. c'est tout à fait possible. Ouais. Et il y a des gens qui disent qu'il y a une maladie qui se répand. Certains disent qu'elles viennent de Chine et qu'elle aurait été créée dans des laboratoires. D'autres qui disent qu'elle n'existe pas. D'autres qui disent que... etc. D'accord, ouais, très bien. Très très bien. Toute ressemblance avec des situations ayant été ou serait purement fortuite, des personnages ayant vraiment existé. Bah, vu qu'on enregistre le podcast en 2017, Tout à fait. c'est en très plus. fictionnel tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Et donc- Fabien. Pour là où le jeu parce qu'en fait l'univers de Minute pour toujours est assez symbolique en fait. Il est pas très important. Ce qui est important, c'est le dispositif qui se joue à 5 participants ou participantes exactement. Et on a donc une personne qui joue le citoyen. Dans cette partie, ce sera Adrien. Le citoyen ou la citoyenne, et qui en fait joue quelqu'un qui essaye de survivre dans ce monde où la réalité se défait. Face à lui, il a 3 personnes qu'on appelle des ministres, ou des ministères. Pardon, des ministères, oui, tu as raison, des ministères, parce qu'ils ne sont pas incarnés dans la fiction. Des ministères, qui sont l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler des MJ dans du jeu de rôle traditionnel, parce qu'en fait, la relation entre l'un et l'autre, c'est une relation qui ressemble beaucoup à du jeu de rôle tradi. C'est-à-dire, les ministères décrivent l'univers et les personnages, et le citoyen décrit son personnage. Et chacun des ministères, en fait, cherche à imposer sa réalité aux citoyens. C'est comme s'il y avait une bataille entre 3 MJ finalement en face Oui, du citoyen. c'est ça. Mais même contre le citoyen aussi, qui lui essaye de sortir ses billes de l'histoire. Et les 2 seules mécaniques de défense du citoyen, c'est d'abord de choisir à qui il adresse la parole. Oui. C'était donc les 3 ministères dans cette partie, ce sera Antoine Valentin et Romaric. Et donc à chaque moment, en fait, Adrien parle à un des 3 ministères et lui dit alors, est-ce que c'est vrai? Et il peut même interrompre un ministère au milieu d'une description et faire passer la parole à un autre ministère au même moment pour obtenir des vérifications, pour obtenir des nuances, etc. Donc en gros, à tout moment de la partie, il y a seulement un seul ministre, forcément et seulement un seul ministre qui a le droit de parler. Il y en a toujours au moins un et au plus un. Tout ça me fait furieusement penser à un téléspectateur qui aurait en face de lui 3 écrans et qui pourrait comme ça zapper Tout à d'un fait. écran à l'autre le programme qu'il préfère. Alors c'est marrant que tu dises ça parce que à un moment j'avais réfléchi à une manière d'enseigner Minute pour toujours pour le présenter rapidement et j'avais pensé exactement à ce que tu décrivais. Je crois que je la tiens de toi, hein, je viens pas de l'inventer. D'accord, c'est possible. Expliquer Minute pour toujours en 10 minutes. Et il y a alors l'autre défense, mais qui est une défense un peu singulière, c'est que le citoyen dispose de 3 jetons qu'on appelle des jetons flous. Et les jetons flous, dépenser un jeton flou permet de nier ce que vient de dire un des ministères. Dire non, ça n'est pas vrai. Fake news. Voilà. Ce qui en fait en réalité, on en avait déjà parlé, est un truc beaucoup plus sombre que ça, parce que c'est un peu comme t'as des gens qui se battent ou t'as un massacre devant toi et tu fermes les yeux, quoi. Et ou tu regardes un film d'horreur, tu fermes les yeux et c'est presque plus horrible. Enfin, c'est ce que disait PH Lee à travers le jeu There is no triggering material. Voilà, c'est ça. This game contains absolutely no triggering material. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, qui est le citoyen et quels sont les objectifs des ministères est prévu dans une préparation.
dans une préparation. Et il y a une 5e personne, donc ça sera moi dans cette partie, qui s'appelle le secrétaire général, et qui donc distribue la préparation, détermine la base de la réalité, c'est-à-dire dit au ministère, dans cette scène, il va se passer, ça va commencer comme ça, et écoute la partie. Et à un moment, le secrétaire général clôt la partie, dit maintenant la partie est terminée, et il dit cette personne a gagné. Il va aussi pouvoir clore des scènes pour pouvoir relancer quelques éléments réguliers, mais il est très en retrait. Il ne peut s'adresser qu'au ministère. Il peut leur murmurer pendant la partie des choses à l'oreille pour leur soit rajouter des éléments dans la fiction de façon sans l'interrompre, soit rajouter des rumeurs un peu abracadabrantes pour faire muter cette fiction et la faire un peu partir en vrille. Mettre des bûches dans le feu, dirait-on. Ouais, il y a un élément, je crois que tu l'as cité, Fabien, mais oui. Chaque ministère a un objectif. Oui. Un objectif qui est écrit Valentin. sur sa feuille, comme par exemple faire en sorte que le citoyen se suicide, par exemple. Ça peut être un objectif d'un ministère. Et ça peut être un truc beaucoup plus flou. Par exemple, faire en sorte que la révolution se déclenche. Quand est-ce que la révolution se déclenche? Et donc là, le secrétaire général va interpréter ce qui se passe dans la fiction, ce qui peut être très laissé à sa discrétion, et va dire, bon bah là, j'estime qu'il y a une révolution qui a été déclenchée, donc tel ministère a gagné, quoi. Donc c'est vraiment un jeu compétitif, et donc les ministères sont en compétition pour résoudre leurs objectifs, quoi, réaliser leurs objectifs. Très très bien. Pour terminer, je termine sur quelques conseils qui sont écrits dans le texte de Mini pour toujours. Les règles font 4 pages, hein, donc c'est vraiment court, avec illustration. Hein. Et donc, le premier conseil de jeu, c'est ne jouez pas pour gagner, mais jouez en essayant de gagner. C'est-à-dire que le jeu a besoin que vous soyez dans une position compétitive, mais vous ne prendrez pas de plaisir si votre seul plaisir repose sur le fait de gagner. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est très injuste, qui repose sur l'arbitraire d'une personne, qui repose sur une préparation où certains ministères ont beaucoup de facilité et d'autres très peu. Oui. Oui, complètement. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'il y a effectivement dans les préparations des injustices flagrantes. Que parfois ça tient à un micro-truc du citoyen qui à un moment donne de 1 minute, même moins, la parole plus à quelqu'un, et puis dans 7 minutes, paf, la partie va se renverser. Ça tient ça peut tenir aussi à des histoires de privilèges, parce que y a des gens qui ont plus facilement accès à la parole que d'autres à cause de leur genre, à cause de l'orientation sexuelle, à cause de tout un tas d'éléments d'identité. Je tiens à remarquer que c'est un beau podcast fait à la saucisse, hein, d'ailleurs, puisqu'on n'est que des mecs. Donc ça c'est la dimension gagnée. Alors Mini pour toujours n'offre aucun mécanisme de sécurité émotionnelle. C'est vraiment. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que c'est une foire à la saucisse. Hein. Quand tu proposes ce jeu tu vois, à des personnes qui sont plus vulnérables, c'est possible. Ouais. Ah oui, et puis il y a quand même un truc qui est essentiel, c'est que une personne qui a déjà joué au jeu a une avancée abyssale face à des personnes qui n'en ont pas. Ça ne fait qu'accentuer la. Aujourd'hui, je suis le seul à ne jamais avoir joué à Mini pour Et avec toi, tu as quand même 2 concepteurs du jeu, et Antoine qui est bien rodé aussi. Donc bon courage. Ouais, ok, ça marche. Mais je pense qu'il a le skill. Je suis assez d'accord. C'est un jeu auquel les il a 10 ans d'avantage. Non. d'animation de podcast pour ça. C'est un jeu pour Serpentard, fondamentalement. Ah bon, d'accord. Fallait le dire comme ça. Et en vrai, le jeu est à la fois dans son système de jeu, mais dans ses préparations. C'est pour ça que dans les règles ne font que 4 pages, parce qu'il y a aussi beaucoup de préparations qui sont proposées, que nous on en bosse d'autres en parallèle et qu'on les partagera au fur et à mesure, carrément. à gauche à droite, parce que c'est assez facile malgré tout d'en préparer, d'en proposer. La préparation que je vous fais jouer aujourd'hui, elle m'est venue il y a quelques mois, et elle est et elle n'est pas dans le enfin, elle sera mise à disposition plus tard. D'accord. Mais elle n'est pas dans les préparations qui sont proposées avec le jeu. Et j'imagine qu'elle va être un peu liée à la thématique que tu as envie d'aborder plus tard dans l'émission. Tu verras. Très bien. Merci. On y va? On joue? Allez. C'est parti? Ouais. Yes. C'est parti. Vous pouvez y aller. Oh là là. Putain. Bravo Valentin. Merci. Non, et moi je gagne pas. Je pense que non, t'as pas gagné. Non, c'est sûr. Si tu veux, je pourrais t'expliquer pourquoi.
Ok. Ok. Bon, on verra. On verra, ouais. Bon, de toute façon, c'est toujours difficile de gagner Oui, comme bien sûr, citoyen. bien sûr. C'est Enfin, surtout que toi, tes critères pour que je gagne sont pas forcément ce que moi je me donne pour gagner. voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Alors, Romaric, est-ce que tu penses que c'était une partie prototypique de Mini pour toujours? J'en sais rien, c'est ma première. Mais j'ai l'impression que oui, en tout cas. J'ai vraiment ressenti des choses dont on avait discuté ensemble par rapport à ce que tu attendais du jeu. Tu vois, et j'étais vachement en empathie avec Adrien sur cette partie, en fait. Ah ouais? Beaucoup plus qu'avec moi-même ou mon propre ministère. Quand je voyais Adrien, j'avais vraiment envie de l'aider, tu vois ce que je veux dire, en tant que... Et c'est ça qui est fort, c'est que je me projetais à fond dans son personnage, je me disais, mais quelqu'un qui serait dans cette situation, oh, quel drame, c'est dramatique et tout. Et en fait, dans le fond, moi, pendant le jeu, j'ai voulu l'aider, j'ai essayé de lui donner des indices. T'es sérieux, mec? Oui, j'ai voulu t'aider. Mais t'étais le pire de tous. Mais je sais, mais pour autant, j'étais pour moi ce qui était le plus vrai. Alors, je pense qu'il faut... C'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Il faut expliquer un truc de base, c'est qu'en fait, donc c'est une préparation que j'ai écrite avec beaucoup Adrien en tête, puisque je pense qu'on peut le dire, Adrien et moi sommes tous les deux jeunes papas. Ouais. Et Ouais, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Hein. Et la préparation portait sur, en tout cas, portait sur moi mes angoisses qu'il y a à avoir ton premier bébé et tu sais pas quoi faire et t'es flippé et il pleure et t'as envie de lui venir en aide et tout le monde te donne des conseils complètement contradictoires et t'as une armée de médecins autour et t'as la famille et t'as tout le reste et t'essayes de faire du mieux que tu peux et de pas devenir dingue. C'était très réussi parce que vraiment, on a senti vraiment la détresse dans le jeu d'Adrien de la jeune maman qui va tantôt regarder chez Doctissimo, tantôt demander conseil à sa voisine, tantôt demander conseil à la police, tantôt demander conseil des gens à qui il a rien demandé, des gens à qui il a rien demandé qui vont venir lui dire oui mais terrible. vous savez je peux vous aider, vous êtes qui? Je suis votre pharmacienne, je peux vous aider. Non, c'est génial, franchement là-dessus mais ce qui est marrant c'est que au cours de cette partie je me suis beaucoup plus projeté. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus ressenti Adrien que mon propre rôle, tu vois, quelque part. Alors, je ne sais pas si ça vous fait ça tout le temps. J'ai l'impression que c'est assez logique dans Mini pour toujours, parce qu'en fait, le citoyen, c'est le plus humain et le seul humain dans l'histoire, et les trois autres sont des monstres, enfin des choses étranges, absurdes. Ouais, des entités, dirait-on. C'est une expérience vraiment waouh, ça fracasse la tête. Est-ce qu'on pose un petit peu de fiction histoire de. Enfin, un petit peu. Alors on a joué que 2 scènes en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, alors ça j'étais vachement. J'attendais tellement des changements de scène, j'en pouvais plus de moi cette aussi. deuxième scène, j'en pouvais plus. Mais moi je la trouvais géniale, elle se développait bien, il se passait plein de trucs. Alors ça c'est une première frustration pour moi, j'attendais vraiment plus de changements de scène aussi, tu vois. Parce que quand t'es perdu dans un truc et que tu sais pas trop quoi raconter dans un contexte, bah, si la scène change pas, bah, tu restes prisonnier. Et moi je voyais Valentin gagner tout le temps, il gagnait tout le temps. Adrien se retournait vers finalement le ministre le plus rassurant pour lui. Bah ouais, c'est ça. Et donc toi t'es là, bah ouais, mais le problème c'est que. Alors c'est marrant parce que là on peut discuter un peu de stratégie. J'ai réussi à lire la stratégie de Romaric, qui était un peu paumé parce que effectivement ta première partie de Minute pour toujours t'es encore plus paumé que dans les autres. Bah oui. La stratégie, bon, moi j'avais accès aux stratégies, aux préparations et aux objectifs de tout le monde, donc forcément je pouvais les lire. Je lisais bien la stratégie de Valentin, je voyais où il voulait en venir, puis comment il plaçait ses trucs. J'ai pas réussi à lire. Mais je m'attendais à ce que tu me dises ça. Pas réussi à lire ta stratégie. Donc il faut donner les objectifs de chacun. D'abord, le setup. Cale un peu de fiction. Mon personnage, Christine Straczynski, c'est une jeune mère. Elle a le bébé qu'elle attendait depuis très longtemps. Elle a de la paperasse pour avoir l'autorisation d'enfanter qui vient d'aboutir. Et donc voilà, ça y est, elle porte son enfant et elle va accoucher. Voilà, c'est tout. Et la première scène que tu cadres en tant que secrétaire général, c'est directement... Alors, toi, ça t'a surpris, Antoine. Oui. parce que nous, on a pour consigne d'aller très vite et de directement commencer par ça. Mais la première scène, c'est tu as accouché, ça y est, t'es à l'hôpital. Et puis après, évidemment, alors, moi, chaque ministre... Le jeu que j'aime bien faire, que j'aime bien proposer aux citoyens, c'est qu'ils essayent de deviner quels étaient les ministères. Ah, tu veux faire ça? Ouais, j'aimerais bien m'y prêter un petit peu. Alors j'ai l'impression que Valentin, tu avais un côté, je sais pas, genre OGM, faire des bébés clones ou un truc comme ça. Alors moi, c'était le ministère de l'hygiène ethnique. Ouais, ça ressemblait à ça. C'est-à-dire que mes objectifs, c'était s'assurer que l'enfant subisse un maximum d'opérations correctrices
prennent un maximum de médicaments, subissent un maximum de traitements et voient un maximum de médecins. Ça, c'est la surmédicalisation de l'enfant. Straczynski doit éprouver et manifester un immense respect pour le corps médical et leur savoir, et en particulier les médecins. Donc ça, je t'ai amené à vraiment le dire, quoi. La survie de l'enfant est préférable mais pas nécessaire. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'était ses objectifs. Donc moi, il fallait vraiment que je t'amène à on va transformer son génome. C'était assez transparent. Et ça, c'est toutes les pressions quand t'es jeune parent pour que les médecins t'expliquent tout et prennent complètement des décisions à ta place, quoi. Enfin, moi j'avais senti ça. Évidemment que t'as besoin des médecins et des pédiatres, quoi, mais parfois il y a toujours ce flip d'être dépossédé de ça, quoi. C'était... En fait, pour moi, à la table, c'était le seul qui était acceptable, en fait. Alors, après, le truc, c'est que les autres, j'en ai pas compris grand-chose, mais Antoine, de ce que j'avais l'impression, c'est qu'il incarnait une sorte de pourriture. C'est-à-dire, en fait, le fait que mon enfant va être super malade, mon appart tombe délabré, mon appart pue. Il y avait un aspect vraiment genre détérioration du monde autour de moi. Et j'avais l'impression qu'en fait, il voulait me pousser à abandonner mon enfant, ou en tout cas à... un truc comme ça, quoi. En mode, tu préfères tuer ton gosse que de vivre dans un monde qui... J'ai quand même une demi-réussite pour moi, je pense, mais j'irai après. En fait, là, ce dont je me rends compte plutôt, c'est en voyant que ton ministère, Valentin, je me dis merde, en fait, je t'ai servi sur un plateau plein de trucs. Complètement. C'est ça, en fait. C'est que là, maintenant que je l'ai, je fais ah merde, en fait, plein de trucs que je tentais pour amener le mien indirectement. En fait, j'amenais le tien frontalement, et du coup, c'était terrible. Et alors, le truc aussi, c'est qu'Antoine a joué le jeu, il a été très fair-play, parce qu'il a amené énormément de choses que moi, j'avais décidé. J'avais décidé que ton appartement puait, j'avais décidé que les voisins venaient et se plaignaient du bruit et de tout le reste. Donc, moi aussi, hein. C'est vrai, non, c'est vrai. J'ai vraiment essayé de. C'est vrai, exact. Je veux la justice. Ça. Mais par rapport à ça, si tu veux, il est allé jusqu'à se desservir lui-même pour. C'est son erreur. Un peu. Ça, c'est son erreur, dit Valentin. Alors, pour te dire, donc, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis le ministère de la maternité responsable. Et au contraire, mon objectif principal, c'est que l'enfant reste vivant et aussi intact que possible. La citoyenne Straczynski doit être totalement convaincue que rien n'est plus important que son enfant et doit agir en conséquence jusqu'au sacrifice. Si le père de l'enfant peut revenir et protéger notre sauveur, ce serait une victoire pour nous. En gros, l'idée, c'est que l'enfant, c'est un peu l'élu, un être à part qui va sauver minuit et qu'il faut le préserver, le protéger et compagnie. Au début, j'avais un peu l'impression que... C'est justement, j'avais sondé un petit peu Valentin là-dessus, mais du coup, j'ai pas pensé que ça pouvait être toi qui avais ce rôle-là. J'avais l'impression qu'il y avait dans les trois, et au début je le donnais chez Valentin, quelqu'un qui était en mode non mais il faut pas faire confiance au corps médical, il faut pas utiliser de médicaments, si tu aimes ton enfant tout va bien et ça suffira. Et je pensais que c'était Valentin parce qu'il y avait la façon dont quand il jouait ma mère, dont elle a interagi avec moi en mode mais est-ce qu'il va bien, etc. Je sais plus, il y avait quelques éléments comme ça qui m'ont un peu soupçonné ça. Et j'ai pas pensé que ça pouvait être un truc comme ça chez toi. Ouais. Et alors, le ministère de la maternité responsable, c'est le premier dont j'ai eu l'idée. En fait, j'ai écrit la préparation de Minuto pour toujours autour du ministère de la maternité responsable parce qu'un truc qui m'a frappé comme jeune papa, c'est à quel point on fait chier les mères. Mais même avant la naissance du môme, en fait. C'est-à-dire à quel point ce qu'elles font, c'est jamais assez bien. Elles sont toujours culpabilisées pour le moindre truc qu'elles bouffent, pour le moindre truc qu'elles font pas. Tu vois, il y a une pression. Alors, un petit peu sur les pères, mais franchement, beaucoup, beaucoup moins que sur les mères où elles sont à la fois rendues complètement responsables de tout ce qui peut arriver au loupio. Et en même temps, on leur renvoie souvent qu'elles comprennent rien, enfin bon, ce genre de truc. Et par contre, Romaric, j'ai l'impression que toi, en fait, j'avais ce rôle que je voyais à Antoine, je te le voyais aussi chez toi, et j'arrivais pas à voir lequel des deux vraiment voulait me faire abandonner mon enfant. Et du coup, ça doit être toi, en fait. Hein. Oui. En fait, moi, j'ai cherché vraiment à gagner dans cette partie, mais en fait, le jeu, effectivement, te donne absolument pas les moyens de mettre en place une quelconque stratégie. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile. On gagne par chance, en fait, même s'il faut vouloir gagner. J'ai trouvé que Valentin, il était intelligent dans sa manière de faire. Mais Valentin, il maîtrise le jeu, il a du skill. C'est ce que je te dis. Ta difficulté, c'est que nécessairement, tu avais un train de retard par rapport aux autres. Quoi. Moi, je suis pas content. Moi, je suis pas content d'avoir perdu. Au terme de la partie, je suis pas content. J'ai perdu. Okay. Tu vois, c'est ça. Bon, alors donc, ce qu'il faut dire, c'était quoi? Moi, c'était effectivement, il fallait que tu abandonnes ton enfant. D'accord. Mais pourquoi? En fait, c'était ça. Il fallait te faire comprendre que ton enfant, c'est une entité cosmique, en fait, qui n'a pas. Tu as conçu pour des extraterrestres, en fait, à la V.
En fait, moi, mon ministère, c'est le ministère d'éducation spatiale. La vérité, c'est qu'en fait, ton enfant dispose d'un patrimoine génétique extraterrestre, donc qui vient des étoiles et dont l'objectif est d'envahir. Effectivement, il va sauver Minuit, hein, mais il va en fait, il va remplacer l'humanité par une race extraterrestre. Donc moi, mon objectif, c'est de te faire abandonner cet enfant qui peut être dangereux pour l'humanité. Ouais. Je pense que la stratégie que tu aurais dû avoir, c'est en fait ne pas. Ah, me dis pas ça, sinon tu vas me rendre encore plus mauvais joueur. Pardon. Alors, okay, ne m'apprends pas à jouer à ton propre jeu. C'est ton jeu. C'est à ce qui m'aurait dû me parler à moi en fait. Ouais. Parce qu'en fait, mais ça je pouvais pas savoir. Tu le voyais. Moi j'ai eu un gros problème dans cette partie de base. C'était que Adrien, depuis très très longtemps, me dit il y a une chose que je ne veux pas qu'on aborde dans les parties de jeux de rôle, c'est la maternité et la paternité et compagnie. Ça fait plein de parties de jeux de rôle qu'on fait ensemble. Alors, non, ça dépend des jeux, ça dépend. Okay. Je savais pas que c'était un trigger pour toi. Et en fait, moi du coup, je me suis retrouvé dans cette partie en me disant tiens, là il est ok. Et là déjà, moi j'ai été vachement choqué. Donc déjà, j'ai commencé la partie en mode ok, jusqu'où je peux aller parce que je sais aussi que c'est un sujet sensible pour lui. Donc déjà, je me suis. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que d'une part, je suis pas violent non plus au sens où j'aurais pas envoyé Adrien au casse-pipe si j'avais pas eu le sentiment que tout de suite, tu vois. Et justement, c'est pour ça que j'étais surpris. Okay. Je me suis dit tiens, au départ, j'étais un peu chamboulé. Donc j'ai mis en place une stratégie. Et puis elle s'est écroulée dès le départ. Donc j'en ai mis en place une deuxième, puis elle s'est écroulée. Alors c'était quoi les stratégies que tu as développées J'ai essayé d'élaborer plein de stratégies. Par exemple, l'idée que l'enfant soit monstrueux pour qu'il veuille s'en débarrasser. J'ai élaboré une stratégie pour mettre en place l'idée que l'enfant n'était pas à lui, pour qu'il dise à un moment donné, ok, je la laisse à sa vraie mère porteuse. Ouais. J'ai mis en place plein de stratégies. En fait, comme pour moi, c'était pas des stratégies parce que c'était trop frontal en fait. Mais en fait, je vois tellement où tu vas en venir. Comment veux-tu ? Alors, il y a un truc aussi, c'est que toi, en tant que citoyen, tu nous as passé la parole de façon toi. C'était presque. Tu nous laissais 3 secondes. Ça dépend des fois, Romaric, hein, vraiment. Ouais, en fait, le truc, c'est que à qui est-ce que j'ai laissé longuement la parole ? À Valentin. Parce qu'en fait, Valentin, il était rassurant. Non, mais ça, le truc de la séduction, je veux bien, mais pas au détriment de la vérité. C'est-à-dire que si c'est pour t'emmener dans un monde béni oui machin truc, la vérité c'est que ton enfant est un extraterrestre. Et donc du coup tu vas en écoutant les voix rassurantes du ministère. Valentin a gagné, Adrien a perdu, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis que Valentin de ce point de vue-là, il était très fort parce que c'est pas seulement dans ce que tu dis, c'est aussi la manière dont tu le dis avec la voix chaude et grave du père de la patrie, tu vois. Tu te rends compte à partir de la moitié du jeu. Tu me sortais des trucs mais complètement flippants. La vérité. Non. La vérité. Non. Mais tu sais, peut-être que la morale de Minuit pour toujours, c'est que on veut pas la chaîne qui nous dit la vérité, tu vois. Mais justement, j'ai pas envie d'écouter la vérité, moi. Mais ça, c'est très intéressant. Toujours. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que nul d'entre nous n'a la vérité. Ni moi, ni vous. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce jeu, non, même pas celui qui gagne. Au terme de cette partie, on peut tout à fait discuter. Imagine que j'ai gagné, par exemple. L'un et l'autre, donc Antoine et Valentin, pourraient me dire non, mais c'est ça l'illusion. Ça, c'est du bluff. Alors, le truc, en fait, gouvernement. ça fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que celui qui gagne, c'est celui qui a imposé sa vérité. Or, non, je suis pas d'accord. Or, Valentin, il a réussi à plusieurs fois à amener l'idée que les médecins étaient les amis, qu'ils devaient être tout le temps présents, que la seule solution qui pouvait se faire, c'était grâce à eux, qu'il fallait faire tout un tas d'opérations chirurgicales sur le môme. Le truc, c'est que pour me faire accepter un truc horrible, il vaut mieux me le faire accepter de façon édulcorée. Typiquement, tu m'aurais dit, tu peux en avoir la garde partagée, tu vois. Je pense que j'aurais peut-être dit oui. Mais c'est pas ton enfant. Moi, j'entendais, on va t'enlever ton enfant, tu vois. Non mais le protège-moi, tu vois, dès le départ, en fait, moi j'ai voulu aussi... Alors une autre stratégie que j'ai suivie, c'était la destruction par l'affirmation de son contraire. C'est-à-dire, en fait, je voulais te donner le plus possible envie de protéger cet être, de façon à ce qu'à un moment donné, tu te dises, ok, il y a anguille sous roche. Il y a serpent sous rocher. De faire de la psychologie inversée, c'est ça ? Exactement, oui, j'ai poursuivi une de ces stratégies. Mais c'est une des stratégies qui marche le mieux, normalement. Normalement. Mais ça marchait pas du tout, parce que là, tu zappais tellement rapidement qu'on pouvait rien mettre en place. Et ça, c'est moi, j'ai ressenti aussi au départ, dans la partie, des grosses frustrations. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai arrêté, j'ai fait, non, mais en fait, ce jeu, mais c'est insupportable pour le ministère. C'est insupportable. C'est compliqué à gérer. Et surtout, en fait, surtout du point de vue du citoyen, quand tu as joué citoyen
un peu pour te venger entre guillemets de cette frustration que tu as eu en tant que ministre, tu vas le faire autant ou plus en fait, parce que c'est l'une des façons que tu as de mener les ministres à la baguette, c'est de vraiment créer la frustration volontairement chez eux. Et j'ai vu à plusieurs reprises Adrien qui me regardait genre ok, là je vois qu'il est frustré parce que je lui ai pas donné la parole depuis longtemps. Moi j'étais là, putain il fait exprès de me frustrer. C'est pas ça. Il y avait un côté un peu comme ça. J'étais content parce qu'il y a un moment donné où tu allais dire un truc du genre et là il y a un truc qui casse, tu vois, ou il y a un truc qui je sais pas quoi, et je t'ai coupé au moment où tu commençais le mot. Ah oui, comme le coup du câble où oui, c'est ça. T'appuies sur le bouton j'appuyais sur le bouton pour sonner, c'est ça, pour appeler des infirmières, et tu me fais, et là tu te rends compte que le câble il est. Et là, je coupe parce que je sentais que t'allais dire le câble il est coupé, il a jamais été fonctionnel, machin. Ça, exactement. Tu passes à Valentin. Top. Valentin, il fait ouais, le câble il a été. Il est pas en très bon état, machin. L'hôpital manque de moyens, Alors, tout ça. Valentin était impérial. Il y a même des fois où j'ai commencé un mot, une racine d'un mot, par exemple, je voulais dire incestueux, et il a fini par informé, c'est-à-dire qu'il finissait, enfin là ça c'est inexplicable dans un micro, mais en gros, il y a un ministre qui s'arrête sur et là, soudain, le médecin teint, et là je voulais dire invite par exemple, et en fait je m'arrête sur le Adrien passe la parole à Valentin, il dit informe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Valentin a été, enfin toi t'as été tellement fort sur cette partie qu'il y a des fois où il arrivait spontanément, moi ça je t'admire, à finir des phrases, voire des mots pour aller dans son sens à lui. Mais après, ça c'est aussi une grosse question d'écoute. Incroyable. D'écoute très active. Ouais, mais moi je peux pas faire ça. Alors en fait, il y a deux choses à dire par rapport à ça. Rom. Il y a deux choses à dire. Le premier truc, c'est que Mini pour toujours, une des grosses parts de difficulté, et pourquoi c'est un jeu qui est dur, c'est que c'est un jeu qui te mène nécessairement en surcharge cognitive. Exactement. Parce qu'en fait, déjà, tu as plein d'informations à gérer. Tu as à gérer ce que les autres font, toi, ce que tu fais, ce que tu dois développer, mais même comme secrétaire général. L'empathie pour le. T'oublies ça. Mais même, tu vois, moi, à vous écouter, il fallait que je me dise, enfin, pour essayer de comprendre vos stratégies les uns aux autres. Alors bon, Adrien, c'était assez facile, mais pour les autres, j'étais obligé de me dire, attends, c'est quoi leur objectif? Et puis à chaque fois de me dire, ok, ils déploient ça comme stratégie. Donc même pour moi, j'étais, tu vois, c'est horrible. Et donc ça fait partie de l'horreur. Ça, tu le comprends bien. Et alors ce que je veux raconter par là, c'est que, mais je reviendrai là-dessus, je pense plus tard. Il y a une horreur qui est propre au jeu de rôle dans Mini pour toujours. C'est-à-dire que Mini pour toujours ne pourrait pas, l'horreur de Mini pour toujours ne pourrait pas être reproduite en film, en littérature. Exactement. Elle est typique du jeu de rôle. Elle est même impossible à reproduire dans un jeu vidéo. Donc premier point, il y a de la surcharge cognitive pour tout le monde. Et deuxième point, Adrien en commençant à être très entraîné sur Mini pour toujours, il utilise à fond quasiment les deux uniques pouvoirs qu'il a, dont j'ai déjà parlé. Il a utilisé deux de ses trois jetons flous quand même. Je reviendrai sur les jetons flous dans un instant, pour nier des choses qui lui plaisaient pas. Et surtout, il essayait effectivement de vous mener à la baguette en changeant rapidement les... Juste pour terminer là-dessus, c'est autorisé dans Mini pour toujours, ça je le dis pour les auditrices et auditeurs, de chanter un ministère. C'est-à-dire si tu sens qu'un des ministères est vraiment trop nocif pour toi, c'est-à-dire qu'en fait le ministère n'est pas assez subtil, trop rentre dedans, tu as le droit de le chanter. Mais en réalité, c'est effectivement très frustrant pour le ministère, mais même pour le joueur c'est vachement dangereux. Alors voilà. Parce que ça veut dire qu'il va dépendre encore plus des deux autres. Et s'il chante deux ministères, en fait c'est comme s'il donnait à gagner au dernier, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Tout ça pour voilà Alors, pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Moi, un des gros trucs que je peux aussi dire sur la partie et pourquoi c'est normal que Valentin gagne, c'est que malgré tout, je suis un mec, donc la problématique d'Antoine, je pense qu'elle me touche beaucoup moins, enfin du ministère d'Antoine me touche beaucoup moins que ça aurait touché une nana. Et ensuite, je suis père, donc j'ai mon enfant, donc je suis attaché à mon enfant, et donc le fait de l'abandonner, c'est pas un truc qui rentre dans les cordes. Je pense que les ministères sont pas équilibrés, quoi. Et en plus, je suis scientifique de formation, et donc j'ai plus naturellement confiance au corps médical que à des gens qui balancent des élucubrations comme tu as pu le faire avec ton pharmacien ou. En fait, il y a des élucubrations que j'ai faites volontairement, il y a des élucubrations que j'ai faites parce que j'étais en surcharge cognitive, où je savais pas quoi dire parce que j'avais pas suivi avant, parce que je réfléchissais à des stratégies. Je l'ai vu aussi. Il y a une part de pourquoi je t'ai pas donné la parole pendant un moment aussi, c'était le temps que. Moi, j'en pouvais plus. Non, mais tu pouvais à aucun moment me donner la parole. Il y avait de la pression en permanence. C'est-à-dire que de toute façon, je savais pas quoi dire, quoi faire. Ouais. Après, à un moment donné, j'ai compris que je pouvais faire des pauses
en me permettant comme ça de citer des films ou des séries qui avaient un lien lointain avec ce que je voulais dire ou c'est-à-dire en fait en gros faire de la poésie en fait. Au moment où par exemple, à un moment donné j'ai voulu jouer ton personnage à ta place. C'est-à-dire dire je suis folle, etc. Alors Ça, là, tu l'as fait assez ça, il y a tôt. un autre truc dont il faut parler. Excuse-moi, Antoine. Oui, je veux dire, ça arrive assez souvent dans Minuit, qu'un ministre tente ça à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai pour j'avais jamais les vu avant. citoyens aussi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, une force de Minuit pour toujours, c'est de reposer sur une répartition des propriétés et responsabilités qui ressemble au jeu de rôle traditionnel. C'est-à-dire, le citoyen joue son personnage. Et de ce point de vue-là, Adrien, à plusieurs moments, a créé des trucs qui, en fait, ne relevaient pas de ses responsabilités. Alors, je ne l'ai pas rattrapé, mais peut-être j'aurais dû. Et à d'autres moments, effectivement, tu poussais Romaric à des trucs qui dépassaient, qui empiétaient sur le citoyen d'Adrien. Donc, ça, quand même, c'était... Si tu veux, ça, c'est sans doute une faiblesse interne du jeu, c'est que comme on te pousse à être en compétition, ben, tu vas pousser les limites du jeu aux endroits où il est... Et tant mieux, non. Ben, je ne sais pas. C'est comme ça, en tout Qu'un cas. ministère En fait, pense à la place ce qui est un peu particulier avec ça, c'est juste qu'il faut que les joueurs aient très très bien en tête les règles strictes qui a lieu Ouais. pour pouvoir se sentir la légitimité de répondre. C'est ça. Typiquement, en tant que Parce que- citoyen, il faut répondre au ministre. Non, mais non, en fait, je sais pas, souvent un ministre va décrire oh, tu as telle opinion, telle pensée, ton inconscient te dit ça. Et C'est en ça, tant tu que, peux non, mais même moi, en tant que citoyen, tu vas le nier d'abord. En tant Quoi. que citoyen, je Et l'ai eu il le faut coup se sentir de... légitime à le Et faire. tu ouvres à tes voisins, j'ai fait non, top. J'ai regardé au Judas. Oui, mais là c'est une action. Je parle même de pensée, de citoyen Oui, interne. Et bien parfois, sûr, tu bien peux sûr, aussi. bien sûr. Mais et en fait, pour te dire, le fait d'empiéter sur les pouvoirs des autres, tant que les joueurs sont conscients de quelles sont effectivement les limites des pouvoirs et qui sont capables de venir contredire quand ça les gêne. Moi, typiquement, j'ai dit que mon frigo était bien plein à 2-3 occasions. Qui sont des choses qui peuvent être de l'univers, qui peuvent être de moi. Bon, si ça gêne un ministre, il est capable de me le bloquer. Si ça me gêne moi, je suis capable de passer au ministre d'après. Quand Romaric me fait parler mes pensées, moi, ça m'a pas choqué dans le sens, il devrait pas avoir le droit. C'était plus un... Oh là là, si je commence à vraiment parler à moi-même, mon personnage est en train de péter les plombs, on va aller voir ce qu'un autre ministre a à dire là-dessus, quoi. Et alors, tu vois, tout ça, j'aimerais revenir sur cette idée que c'est de l'horreur rôliste. C'est-à-dire que vraiment, si tu veux, ce qui est angoissant dans ce jeu, c'est que la vérité t'échappe. Et qu'en même temps, tu participes à la construction de cette vérité. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu acceptes, il y a des choses que tu... Et moi, c'est ce que je trouve vraiment très fort et très intéressant dans Minute pour toujours, c'est que, en fait, l'interprétation que tu fais du réel, eh ben, t'as jamais de vérité absolue. Alors que d'habitude, même dans des pratiques avec un MJ assez établi, quoi, des pratiques un peu tradies, ben, le MJ te dit la vérité. Et cette vérité a quelque chose de rassurant. Dès que tu multiplies les MJ et que tu les mets en conflit les uns avec les autres, eh ben, la vérité s'écroule, comme c'est le cas dans la réalité, en fait. Alors, dans la réalité, je n'ai pas accès à la vérité absolue. Attention à ce glissement. Mais ok, d'accord, je vois très très bien. Alors moi j'ai un disclaimer avant même d'entendre tous les retours que j'ai à faire sur le jeu et tout ça. Le premier, c'est que un jeu de rôle peut être extraordinaire et peut-être un chef-d'œuvre, et pour autant, lorsque je vis cette expérience, ne pas la trouver agréable. Donc, ce que j'essaye de vous dire là, c'est bravo les gars, c'est un super jeu. Il n'y a pas de doute, l'horreur rôliste, vous le justifiez très très bien. C'est fantastique. Le problème, si vous voulez, c'est que moi, c'est mon ressenti sur le jeu, c'est plus jamais ça. Bah, bienvenue au club. Okay, hein. Moi, donc, voilà, je peux à peine être ministère et pas du tout être citoyen. Moi, je veux bien dire du bien de ce jeu d'un point de vue théorique, mécanique et tout, parce que je suis d'accord avec vous sur ce qu'il fait, la façon dont il crée cette horreur et tout ça. C'est-à-dire que théoriquement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais si je veux vous livrer mon ressenti, les gars, j'ai envie de vous dire que vous avez fait un jeu dégueulasse. Merci beaucoup. Au terme de cette partie, c'est un compliment. Je me sens. Oui, c'est un compliment pour vous, je sais bien, mais attention. C'est-à-dire que. Je tiens à préciser que c'est pas le cas chez tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment du plaisir à jouer. Je pense Valentin et Adrien. Peut-être Antoine, il nous le dira. Bah, c'est ma troisième partie, donc en tout cas, j'ai pas d'aversion majeure. Non, j'aime bien. Okay. Moi, en fait, Rome, ce qu'il y a, c'est que par exemple, si je joue citoyen, ça active en moi des angoisses profondes qui font que je suis vraiment
Mal à l'aise. Mal à l'aise. Mais tu vois, on parlait de sécurité émotionnelle. D'ailleurs, Le problème, c'est qu'en fait, vu grand général, enfin machin truc général. Secrétaire général. Ici, à la Barouée. Ah bah Je moi, l'ai vu descendre dans l'arène. Moi, je peux pas être citoyen. Je peux être un peu ministère et ça me déplaît pas. Ouais. Mais citoyen, si tu veux. Et en fait, ça c'est un truc. Par exemple, sur la sécurité émotionnelle, à un moment. Enfin, je crois que je dis je sais plus si je dis dans le texte ou dans la présentation du jeu, si vous avez du mal avec la réalité, ne jouez pas à Minuit pour toujours. Mais c'est vachement compliqué. Alors, en moi, fait, c'est pas attends, laisse-moi t'expliquer. C'est vachement compliqué. C'est vachement compliqué à expliquer parce que. Évidemment, on l'a entendu dans tout ce dont on a parlé. Minuit pour toujours parle de trucs. Enfin, quand je dis, par exemple, chirurgie correctrice, je sais très bien à quoi je pense. Je pense aux enfants intersexes à qui on fait la violence de leur assigner un genre physique à la naissance. Tu vois, on parle de maternité, on parle de trucs qui peuvent être très durs. Ok, certes, il y a tous les trigger warnings habituels qui peuvent apparaître dans Minuit pour toujours, mais il y en a un supplémentaire qui est que ce qu'on appelle la vérité échappe et devient fuyant. Et ça, pour moi, c'est absolument invivable comme situation. En tant que citoyen, en fait, ça se manifeste par Adrien. On n'a aucun référentiel, en fait. Quand je m'adresse au ministre, je sais que tous sont en train d'essayer de me manger. Je sais que c'est tout un jeu pour essayer de comprendre les motivations, les enjeux, où est-ce qu'ils veulent me mener, pourquoi ils font ça. Je sais même pas si c'est juste de l'esthétique, s'ils reproduisent ce que fait quelqu'un. Donc en fait, moi je suis en train de marcher sur un sol tellement instable que cette instabilité, elle peut être extrêmement pesante en fait. Pesante, elle est folle. Enfin, mais en tant que citoyen, t'imagines même pas. C'est ce qu'on appelle la folie pour moi. C'est ce qu'on appelle la folie, c'est-à-dire une forme de folie, réalité, mais oui. c'est une forme de folie. Le citoyen, il est mis en position de folie. Ouais. La déréalisation, quoi. Ouais. Moi, j'étais en empathie avec toi, Adrien. Je me disais, mais j'aimerais tellement pas être à sa place. J'étais effrayé, effaré. C'est aussi pour ça que j'ai mis Adrien à cette place, parce que je le connais et que. Tu vois. Je suis sûr qu'un enregistrement audio de cette partie, on aurait des cycles de jeu ponctués de rire pour soulager la pression, parce que moi j'ai rigolé beaucoup à certains moments parce que juste c'était tellement absurde, j'en pouvais tellement plus, il fallait juste évacuer. Alors, ça c'est un truc que je voulais revenir en matière de game design. Par contre, c'est énorme frustration de pas pouvoir réagir, de pas pouvoir sourire, de pas pouvoir attirer à soi le regard de l'autre sans avoir la sensation de tricher. Scandale. Il y avait des fois où j'avais envie de donner la réplique à Valentin. J'avais envie de jouer dans le sens de Valentin. Par exemple, il y a des moments où il faisait des répliques entre des flics et tout ça, et moi j'avais envie de jouer avec toi. Ça, on peut le faire dans la plupart des jeux de rôle. Là, on peut pas le faire parce que du coup, si on fait ça, on outrepasse ses droits. Et ça c'est une mauvaise mais ça fait partie de la frustration. Enfin, pour moi, le jeu, il est cohérent. Il y a rien à dire. Tu sais bien que dans un comité d'administration, l'important c'est que tout le monde s'amuse. Oui. Référence à une illustration qu'il y a dans le. En fait, c'est ça, c'est que le jeu. Ouais, ce jeu, il est parfait en un sens. La mécanique, elle colle parfaitement aux sensations qu'on veut avoir, etc. S'il est bien joué comme on l'a joué là, c'est sûr, parce qu'on sait aussi qu'il y a des parties qui peuvent dysfonctionner, où le citoyen fait des choses qui sont un peu illégales, non, ou alors en marge faut de pas la oublier que c'était légalité. lors du playtest. Oui, tout à Depuis, fait. les règles ont changé. Ah ouais. On a enlevé vous une êtes sûr de ambiguïté. Oui, si. Il y a une ambiguïté qui a été levée, c'est qu'avant... Non, je te donne un exemple de partie. Attends, vas-y, un joueur Adrien, qui se lève et jusqu'au qui bout. s'en va. Ton jeu, il est insupportable. Moi, il y a plusieurs moments où j'ai failli claquer la table, quoi. Dire non, mais j'arrête de jouer à ça, c'est de la merde. Tu vois, il y a aussi ça comme dysfonctionnement. Si on a déjà joué une bonne partie de la partie, tant pis, on finit avec deux. Tu Ouais, vois. et puis c'est pas un dysfonctionnement, c'est une bonne chose. Oui, c'est Tu ça, te lèves et tu t'en ailles. En quelque sorte, c'est ce que C'est pas un c'est dysfonctionnement, ça c'est la sécurité émotionnelle basique en fait. Je veux dire, tu peux pas C'est empêcher presque un une mec. manière de gagner le jeu aussi. Oui, voilà. Tu peux pas empêcher un mec de fuir une situation qui le dérange. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je suis d'accord avec Adrien. Si tu t'étais barré. Là Alors, où- moi, par exemple, là où je réponds au dysfonctionnement, parce que c'est important, le dysfonctionnement qu'il y avait pendant le playtest, c'est que Flavie avait baissé le regard, ne regardait aucun ministre, parlait toute seule, et les ministres ne savaient pas à qui c'était à parler. Et donc, personne ne lui donnait la réplique, personne ne la contredisait. Personne n'était là pour gagner en fait face à elle. Ouais, bien sûr. Ça, dans les règles, ça a été clarifié. Il y a toujours un ministre qui a le droit de parole. Et s'il y a une ambiguïté, c'est le dernier qui a parlé qui a toujours le droit de parole. Et s'il y a un doute, un ministre prend la parole, et si ça ne plaît pas aux citoyens, il va réindiquer ça quelqu'un. empêche. Et par exemple, tu as vu, au début, je dis, la partie commence, chaque scène commence au moment où
Adrien ne prend pas la parole, mais désigne un des 3 ministères pour commencer. Et ça, c'est très important que ça se passe comme ça, parce que c'est pas un ministère qui prend la parole, c'est pas Adrien qui prend la parole, c'est un ministère choisi par Adrien qui prend la parole. Et donc, c'est comme ça que ça doit le pacte se noue, quoi. Et oui. Enfin, j'admire votre. Vous êtes sûr de vous, quoi. Ouais, on ne peut pas couper la mèche. On choisit quelle mèche brûle, mais il y a toujours une mèche qui brûle. Et alors, Romaric, par rapport à ce que tu disais sur le fait de se barrer, je pense que c'est. Alors moi, par exemple, tu vois, ça peut vous arriver. J'avais suivi un moment, un prof qui nous diffusait des films sur le surréalisme nord-américain, et on avait regardé Eraserhead de David Lynch, son tout premier film, qui est un film d'horreur qui pourrait être une inspiration de Minuit pour toujours, qui est vraiment à un autre niveau d'horreur par rapport à ce qu'on appelle habituellement l'horreur. Et en fait, à un moment, je m'étais dit, mais j'étais dans une salle de cours comme ça, je me dis, mais est-ce que je me lève et je me barre? Et en fait, moi, j'étais resté parce que je me dis, c'est pire encore si je me barre. C'est-à-dire, si je ferme les yeux, mon cerveau sera toujours. Attends, je vais jusqu'au bout, parce que ça, c'est aussi un truc qu'on exploite dans Minute pour toujours, avec l'histoire des jetons flous. Donc, j'ai déjà raconté que les jetons flous, c'est une manière de fermer les yeux, et puis ça rend les choses encore pire. Le dernier truc, si tu dépenses ton dernier jeton flou, tout le monde a perdu. Et le secrétaire général raconte comment c'était un trip à l'acide qui s'est mal passé, une grosse farce, une réalité virtuelle, un cauchemar, etc. Ok, bon, moi j'ai failli m'ennuyer dans cette partie, tout simplement aussi. Au départ, quand j'ai vu qu'aucune de mes stratégies ne marchait, et comme mauvais joueur je suis, et j'ai failli, en fait, je m'ennuyais les toutes premiers moments. Donc ça peut aussi rater. C'est pour ça qu'il faut jouer en essayant de gagner, mais pas jouer pour gagner. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sources de plaisir dans le jeu. Ouais, en fait, il y a des parties où j'ai vu des joueurs qui très tôt se rendaient compte qu'ils n'arriveraient pas à gagner parce que ils savaient pas. J'ai bien compris. Parce qu'ils savaient pas comment y arriver, parce que le citoyen très tôt a montré clairement que il y avait une issue qui n'était pas possible pour lui. C'était ça. Et en fait, il y a des ministres qui du coup faisaient très bien le meublage ou pourrissaient les plans des autres ou mettaient un décor incroyable pour mettre de l'ambiance, etc. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire en faisant du surréalisme. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça me donne pas envie de te donner la parole, tu vois. Mais bien sûr, mais est-ce que j'avais envie de l'avoir ? Et là, la question, elle est là aussi. C'est-à-dire que quand je te dis qu'il y a un moment donné, je me suis senti un peu... j'ai dit, bon, voilà, je peux plus gagner. De toute façon, Adrien, il a décidé que mon plan, c'était pas le véritable. Parce que tu voulais garder cet enfant, quoi qu'il arrive. Et je te comprends, en fait. Et le pire, c'est que j'étais d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, je devais jouer contre moi-même. Tu n'arrivais pas à être assez méchant. Donc, non, mais c'est pas une question d'être méchant, Fabien. Ah, si. Non. Moi, je t'assure que ton ministère, je joue la partie, je te le prends, ton enfant. Putain, mais quelle prétention! Non, pas forcément, Adrien, et surtout pas avec ta sensibilité actuelle. Tu te surestimes, mon ami. Et surtout, tu ne sais pas qui sera le citoyen en face de toi et quelles seront ses véritables intentions. Tu n'en sais rien, en fait. Maintenant que tu commences à comprendre comment se joue ce jeu, à quel point il est pervers, j'ai une deuxième partie, si tu veux, où on peut se relancer. Oui, vas-y. C'est parti. J'ai rien d'autre à rajouter. Moi, j'ai encore plein d'autres choses à raconter. Aussi, j'avais un truc. Si j'ai un dernier truc, mais ça doit faire partie de ça, je pense que ça va te permettre de faire une transition. Ce jeu, à mon sens, le malaise qu'on ressent à ce jeu vient du présupposé que la vérité n'existe pas. Oui. Détail, parce que pour mon citoyen, la vérité, elle existe, même en fait. Que le réel n'existe pas. Pour mon citoyen, pour moi, joueur de citoyen de la partie, la vérité et la réalité existaient. C'est ce qui a été dit, en fait. Ok. Ça me pose... Alors, en fait, oui, effectivement, ça me permet de faire une belle transition sur la notion de la réalité. Quand on a développé le jeu... Alors, j'ai plein de choses à raconter. Là-dessus, j'ai des kilomètres de trucs à raconter. En fait, ce jeu, au départ,
ce jeu, au départ, c'était Olivier Stein qui me disait tiens, j'ai un jeu onirico-soviétique. Et moi, j'étais là, mais c'est trop génial, onirico. Et donc, il me parle, commence. Et je dis tu voudrais pas me filer tes notes pour que j'essaye de le faire jouer? Il me dit non, il vaut mieux que tu écrives ton propre jeu. Et puis, donc, je commence à bosser là-dessus. D'ailleurs, un des premiers trucs que je me dis, c'est j'ai pas envie que ce soit un jeu onirico-soviétique, j'ai envie que ce soit un jeu dystopico-soviétique. Un des petits regrets que j'ai sur Minuit pour toujours, c'est de donner trop l'aspect d'un univers soviétique, alors qu'en fait l'univers capitaliste néolibéral, hein, soyons clairs, hein, il est tout aussi déréalisant que d'autres univers, que des univers totalitaires, quoi. Donc c'est pas c'est pour ça qu'il y a un conseil d'administration, une photo d'un conseil d'administration dans les et d'ailleurs il y a plein de références aussi au capitalisme. Et donc petit point aussi méthode, petit temps garage. Pendant longtemps, j'ai accumulé des fictions. Je me suis dit, tiens, on pourrait faire appel à telle ou telle fiction, ce serait cool. J'ai lu des trucs, mais je restais bloqué. Et c'est seulement en parlant avec Valentin et Lucas m'ont dit, en fait, le sujet, c'est la déréalisation, l'hyper-réalité. Et à ce moment-là, qu'ensuite on s'est dit ensemble, à ce moment-là, on va avoir un seul citoyen, 3 meneurs de jeu, tout ce dispositif, que vraiment le projet a pu avancer. Donc ça c'est un truc, mais qu'on répétera dans, je pense, un autre podcast, sur le fait que un jeu de rôle ne doit pas être pensé à partir de ses inspirations. Un jeu de rôle doit être pensé à partir de ce qu'on a envie de faire et comment la dynamique sociale peut réaliser ça. Donc ça, c'est le premier point sur la perte de la réalité. Effectivement, la perte de la réalité, elle est au centre et elle est actée, elle est concrétisée par une certaine dynamique sociale et par la répartition des rôles autour de la table. Deuxième point, parmi les inspirations que j'ai, il y en a plusieurs. Hein, il y a Donald Trump quand même, hein, très clairement. C'est-à-dire qu'on en reparlera, mais il n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. On a des politiciens chez nous qui font très bien de la déréalisation, des entreprises chez nous qui font très bien de la déréalisation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas laisser à Donald Trump le monopole de la déréalisation. Oui, tout à fait. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Comme si les autres n'étaient pas responsables. Mais c'est un peu comme Einstein, tu vois. C'est-à-dire qu'Einstein, tout le monde dit oui, c'est lui qui a inventé la relativité. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres gens qui avaient déjà pensé le truc avant, mais il y a quand même une figure de proue, tu vois, qui porte ça et qui arrive à le magnifier comme ça. Et de ce point de vue-là, c'est l'allégorie de la réalité qui fout le camp, quoi. Putain, j'imagine un énorme bateau avec la tête de Donald Trump en figure de proue, quoi. C'est incroyable. Vous n'avez pas vu l'empereur Warhammer 40 000 avec la tête de Donald Trump? Ouais, ça on revient. Enfin, ça c'est les liens avec le podcast sur le fascisme. Une immense statue. Et donc une référence en fait qui revenait toujours, c'était Philippe Cadic. Et alors c'est assez amusant parce qu'au début je me disais oui, c'est vrai que Philippe Cadic il travaille sur la déréalisation de la réalité, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui allait aussi loin que nous. Et là il y a pas longtemps, complètement par hasard, je relis l'introduction à un recueil de nouvelles qui c'était dans la collection de Noël, c'est un vieux truc que j'avais, ça s'appelait Le Crâne, et donc ça devait être la première d'une série de livres publiant en 8 volumes, voilà, publiant les nouvelles de Philippe Cadic, qui était coordonné, je crois, par Emmanuel Joanne, donc voilà, je cite comme ça. Et donc l'introduction s'appelle « Comment construire un univers qui ne s'écroule pas 2 jours plus tard », qui est un peu un mélange de ses théories sur la réalité, d'anecdotes de sa vie quotidienne et de considérations sur ces nouvelles de SF. Quand tu connais bien les textes théoriques de Philippe Cadic, c'est pas étonnant, hein. Il écrit toujours des trucs un peu étranges comme ça. Et donc, il parle notamment de la dimension proprement politique de la réalité en science-fiction. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il parlait de Philippe Cadic. Il dit « J'ai toujours eu l'espoir, en écrivant des romans et des nouvelles, qui posaient la question « Qu'est-ce que la réalité ?» d'un jour obtenir une réponse. » Et donc un peu plus tard, il dit mais il s'agit d'un vrai problème, pas d'un simple jeu intellectuel. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où les médias, les gouvernements, les grandes compagnies, les groupements religieux et les partis politiques fabriquent de pseudo-réalités. Et qu'il existe de l'équipement électronique requis pour faire rentrer ces univers illusoires dans la tête du lecteur, du spectateur et de l'auditeur.
Et il donne notamment un exemple avec des films policiers où les flics sont présentés en héros. Les policiers sont toujours bons et ils gagnent toujours. Ne négligez pas ça, la police gagne toujours. Quelle leçon! On ne devrait pas combattre les autorités. Même si on le fait, on est sûr de perdre. Ici, le message est restez passif et coopérez. Si le sergent Barretta vous demande une information, donnez-la lui, parce que le sergent Barretta est un brave homme digne de confiance. Il vous aime et vous devriez l'aimer. Donc bon, et en fait, j'étais assez épaté de voir que, tu vois, cette histoire de réalité Ça date politique. de quand ce texte-là? Je- C'est énorme. Je ne Si ça date sais d'il y a pas. 20 ans, parce que je vois ton livre, Il est il a mort- pas l'air il est tout mort- jeune. Hein. Il est mort en Mécanique. il est mort au début des années Philippe 80. Cadic, il est Et mort en voilà, 86, il est mort en 80. 87. T'imagines le truc de ouf? Comment c'est visionnaire sur, Mais en fait- sur 2020 là? En fait, mais non, mais en Il y a fait, quand même en fait, 40 ans. 1985. faut imaginer que 1985. j'allais dire Donald Trump. Non, Philippe Cadic a écrit pendant les années Nixon aux États-Unis. Et où la déréalisation, elle était. Enfin, C'était déjà ouf quoi. c'était fou, quoi. Si tu veux, la- Les complots de mon voisin est communiste, mais enfin. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Comme quoi, on a aujourd'hui, vraiment les pas changé musulmans de sont monde. terroristes, tu vois. Enfin, On a à vraiment l'époque, pas changé c'était de c'était encore pire. Enfin, Bon, je sais pas si c'était encore pire. Hein. Tu sous-estimes un peu la réalité actuelle, mais ça, ouais, c'est ça, c'est possible. un C'est débat. possible que ce soit un biais. Non, mais par exemple, ouais. Nixon, un truc très clair, c'est que la guerre war on drugs, hein, la guerre contre la drogue chez Nixon, c'était complètement faux. Il ne s'agissait pas de combattre la drogue, il s'agissait de combattre les hippies en stigmatisant l'usage du cannabis et de combattre, enfin de faire de l'oppression, de la répression sur les Noirs en interdisant je crois l'héroïne qui était assez répandue, comme si tous les Noirs consommaient, comme si tous les hippies consommaient. Évidemment, tu peux être sûr que la cocaïne, tu vois, enfin la cocaïne des trucs de blancs, de riches blancs, c'était pas poursuivi, quoi. Donc là, oui, je suis d'accord. La déréalisation sous Nixon, tu peux y aller, mais en réalité sous la plupart des donc, gouvernements. Et là, quoi. tu lis, là, on En fait, lit, ce que tu on me lit dis la- là, ce que on tu lit me réponds, l'avant-propos. Adrien, c'est qu'il n'était pas visionnaire. C'est juste qu'on est toujours dans ce Alors monde-là, non, c'est pas ça. finalement. C'est qu'en fait, je te dis, là, l'avant-propos qui te surprend du livre, en fait, si tu lis les bouquins de Philippe Cadic de l'époque, ça dit la même chose. Hein. Oui, Enfin, non, mais alors, bien sûr. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une analyse par rapport à ces bouquins que le réel va à volo déjà. Et Oui. avant Internet, avant Facebook, avant les Le réseaux média- en fait, sociaux, le média de avant masse. les médias comme CNews et BFM Ouais. TV, tu vois. Dès qu'il y a le Fort, média, quoi. dès qu'il y a le média de Fort. masse, dès qu'il y a la capacité de parler à toute une population rapidement et totalement. Ouais, mais j'arrive pas à ne Bah, c'est- pas être c'est- admiratif, tu Ouais. vois, quand même. Parce qu'à cette époque-là, penser ça, déjà, ben... Il faudrait se renseigner. C'est Enfin, moi, fort. j'ai pas les infos là-dessus, mais je suis sûr qu'il y a eu plein d'études académiques sur la publicité, le concept Oui, de déjà, la ouais. publicité. Ben, il est... Et je pense que ça, dès les années 50, les gens savent très bien ce qu'ils font. Mais dès les années 30 et 40, Oui, en fait, même, la publicité s'est ancrée dans la propagande politique. Hein. Ouais. Je ne sais plus quel est le bouquin d'un neveu de Freud, je crois, qui a travaillé sur la propagande et qui est fondateur, en fait, de tout un tas de techniques de marketing opérationnel. Ouais. Très, très, très clairement. Très clairement. C'est excellent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, si tu veux, on avait parlé dans le podcast, enfin, je sais plus qui disait, le fascisme, c'est pour revenir sur ce thème-là, le fascisme, c'est le moment où l'esthétique remplace le politique. C'est-à-dire le moment où on parle à travers des symboles, des idées, des représentations, plutôt que sur les faits et le débat. C'est-à-dire, en fait, on ne permet plus l'aller-retour où on se confronte en essayant de parler de quelque chose de réel. Où on parle juste de fantasmes, tu vois. Enfin, Du sentiment d'insécurité. alors même qu'on sait très bien que ça ne change pas, tu vois. C'est un excellent exemple. Ouais, d'accord. Ouais. On parle de sentiment d'insécurité. Alors, je veux dire, on peut pas discuter de ça. Un sentiment, ça se discute pas. Je peux faire les addendums sur le podcast sur le fascisme. Oh ben, c'est le Si moment, ça non? Si ça t'embête pas. Parce que tu es en train de le citer, justement. Ouais, voilà. Exactement. C'est juste qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce podcast et j'aurais aimé revenir là-dessus. En fait, une définition que je n'avais pas vue à l'époque, c'était de dire que le fascisme, c'est un ultranationalisme palingénésique. C'est-à-dire que, C'est-à-dire, À est-ce tes que- souhaits. Ouais. je t'explique ça. Ultranationalisme, c'est l'idée qu'il existe une communauté, la nation, tu vois, qu'on va complètement fantasmer, justement, hein, souvent comme une nation blanche, comme une nation hétérosexuelle, comme une nation chrétienne. Et pourquoi on dit qu'elle est
ultra, c'est pas seulement parce qu'on la fantasme comme ça, mais aussi parce qu'on crée des lignes nettes entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de binationaux, il n'y a pas de gens en train de s'intégrer ou en train de sortir d'eux, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et palingénésique, ça veut dire retour à un ordre antérieur, à un ordre lui aussi fantasmé. C'est pour ça le fantasme, c'est très très important dans le fascisme. C'est pour ça que c'est lié à Minuit pour toujours. C'est pour ça que Minuit pour toujours parle fondamentalement du fascisme. C'est qu'en fait, si tu veux, cette idée de revenir à la famille traditionnelle, ça n'a jamais existé, la famille traditionnelle, à l'empire romain, ça n'a jamais existé comme on se le représente, tu vois. Ouais. À la philosophie grecque, ça n'a jamais existé non plus comme on le fantasme, tu vois. Enfin, un petit exemple comme ça, une petite anecdote. Je sais pas si vous savez que les statuaires blanches, vous savez, on voit ça chez Leni Riefenstahl. Elle filme des statues nazies où ils sont en marbre blanc et puis c'est des grands mecs musclés comme ça, en référence à la statuaire grecque. La statuaire grecque n'était pas blanche, elle était peinte. Elle était peinte et de manière avec des couleurs très vives, très vivantes, qui choqueraient aujourd'hui notre culture chromophobe. Il y a des historiens qui volontairement ont effacé les traces de couleurs sur les statues pour qu'elles paraissent plus blanches, tu vois. Fantasme. Et donc si tu veux, c'est aussi pour ça que le fascisme a tellement peur d'une certaine partie des intellectuels qui essayent de revenir à des faits, à de l'analyse nuancée, à des choses comme ça, parce que l'anti-intellectualisme, c'est nécessaire. Si on te fait descendre de ton nuage, si tu fais descendre le fasciste de son nuage, il est plus fasciste. Il est plus fasciste. Tu vois, ouais, mais je vois clairement. Et pour terminer, je voudrais juste répondre à quelques questions qui avaient été posées à ce moment-là, parce que et Adrien et Jérôme S avait posé des questions qui étaient très pertinentes, mais à ce moment-là, j'avais pas eu le temps d'y réfléchir. J'essayais de dérouler mon truc, mais c'était des questions très poussées. Alors, je crois que Jérôme avait posé la question de est-ce que Jules César peut être fasciste ? Et je disais, je pense que c'est un contresens. Enfin, la bonne réponse aurait été de dire, je pense que c'est un contresens, parce qu'en fait, le fascisme est une pensée réactionnaire. Il ne vient que après, contre les Lumières. D'accord, dans ce qu'on appelle la réaction aux Lumières. C'est pas déjà ce que tu lui avais répondu. Je ne sais plus. En tout cas, tu peux pas avoir de fascisme si t'as pas de nation. Et comme les nations naissent avec les guerres napoléoniennes, est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas plus de flou ? Enfin, moi, je sais pas comment les gens à l'époque percevaient. Est-ce qu'il y avait des concepts de nation ou pas, des concepts de loyauté à la cité-État ? C'est peut-être pas des nations au sens. Et dans tous les cas, grand territoire. Il revient pas en arrière, Jules César, tu vois. Il se réfère pas à un truc fantasmé encore plus ancien. Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme de Sparte ou j'en sais rien, tu vois, je parle vraiment en flou. Je veux dire, c'est que, en fait, notre passé aujourd'hui, c'est l'Empire romain. Est-ce que l'Empire romain, son passé, c'était pas quelque chose qu'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment, tu vois, ou je sais pas. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être ce flou-là aussi qu'on. Je crois que toi, tu avais posé ici la question de l'ésotérisme, des liens entre. Je me rappelle plus. Si, des liens entre fascisme et ésotérisme. Alors là, la réponse elle est toute simple, c'est que l'ésotérisme, comme il fait souvent appel justement à une tradition, à un ancrage dans la transmission. Pourtant, Dieu sait que j'adore l'ésotérisme, hein, je trouve ça super intéressant comme sujet. Sans déconner, t'as fait tout un podcast sur le sujet. mais il faut reconnaître que il y a un usage, il peut y avoir un usage politique de cette tradition, tu vois. Le fascisme fait très bien si on comprend les éléments que j'ai présentés à l'instant. Et Jérôme avait posé encore une question. Ah oui, le fascisme de gauche. Le fascisme peut-il être de gauche ? Sincèrement, je vois pas vraiment comment. Ou alors c'est une conception de la gauche qui marche sur la tête. Mais si la gauche, c'est une forme d'égalité entre les êtres humains, une volonté d'émancipation de tout un tas de choses, y compris des traditions. On peut pas te dire que c'est un fantasme aussi, l'égalité entre les êtres humains, tu vois. On peut le problème, c'est que fantasme. Oui, mais c'est toujours d'un fantasme en arrière dans le, tu vois, qui n'est jamais. Alors, par exemple, Camus faisait une critique une critique du marxisme-léninisme, mais qui à mon avis n'est pas un courant de gauche. Ou alors, le mot de gauche n'a plus aucun sens. Camus disait, le problème c'est que effectivement ça peut devenir l'utopie peut devenir un fantasme. Tu vois, tu as toujours renvoyé, se dire les sacrifices d'aujourd'hui justifient l'utopie de demain. Ben oui, si l'utopie ne vient jamais, alors tous les sacrifices sont permis éternellement, quoi. Et à ce moment-là, il y a effectivement plus de progrès. Mais ça, par exemple, tout ce qui a pu se passer en URSS ou ailleurs, c'est pas du fascisme.
c'est très certainement du totalitarisme. Et voilà. c'est pas parce que c'est pas du Il faut lui fascisme. donner son propre nom. Quoi, Voilà, si c'est je veux ça. dire. Et c'est pas parce que c'est du fascisme, que c'est bien, c'est bien, voilà. Ouais, Enfin, tout à fait, tu vois. exactement. Ouais. Très très bien. Sur l'ésotérisme et le fascisme, Adrien. c'est rigolo parce que ça me fait penser au jeu vidéo Return to Castle Wittgenstein, où il y a une grande proximité entre l'ésotérisme et le fascisme nazi. Je sais pas si c'est basé sur des faits historiques ou si c'est à nouveau de la pop culture fascisante. Alors, c'est toujours un peu le problème sur ce genre de sujet, c'est que oui, il y a eu une société, la société de Thulé, je crois, où ils s'intéressaient à l'ésotérisme. Enfin, des nazis sont c'est pas intéressés. ça qui les a rendus fascistes. Mais c'est pas ça fondamental. Voilà, c'est ça. Et puis c'est pas comment dire ça. Enfin, Indiana Jones a popularisé ça. C'est ça, ouais. Oui, Indiana Jones aussi. Mais sincèrement, tu ferais mieux de t'intéresser. Moi, par exemple, pour mon master, j'avais travaillé sur les modèles d'entreprise allemands, et j'avais notamment travaillé des modèles d'entreprise sous le nazisme. Ben, ça dit des choses nettement plus intéressantes sur le fascisme que les liens entre fascisme et ésotérisme. C'est juste que l'ésotérisme, dans la pop culture, ça permet de ramener du surnaturel et puis des trucs un peu cool et des enjeux clairs. Et c'est plus sympa que alors dans tel type de société par action, bicaméra, machin chose, tu vois, enfin c'est toujours plus fun d'avoir du surnaturel. Alors revenons à Minuit pour toujours. On l'a pas quitté en fait. Exactement. Alors mais justement, j'aimerais bien que tu nous montres pourquoi est-ce qu'on l'a pas quitté. Parce que tu l'as dit un petit peu rapidement. Eh ben parce que si tu veux, Minuit pour toujours. Pourquoi Minuit pour toujours est un jeu. Alors est-ce que c'est un jeu sur le fascisme? Est-ce que c'est un jeu fasciste? C'est une manière, à mon avis, Minuit pour toujours, c'est une manière de s'entraîner. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est une manière de s'entraîner face au discours, à acquérir de la distance critique par rapport à ce qu'on te raconte et à apprendre à vivre dans un monde dans lequel tu patauges nécessairement. Parce en tant que citoyen, tu as 3 ministères qui te proposent des discours contradictoires. Et toi, dans le cadre du jeu, tu sais que chaque ministère a des objectifs. Tu sais pas si quand ils te parlent, ils essayent de noyer le poisson, s'ils te présentent leurs vrais arguments, s'ils essayent de te faire choisir maintenant. Mais en gros, ça te met dans une situation où tu doutes des gens qui ont l'autorité. Et apprendre à douter des gens qui ont l'autorité, alors ça veut pas dire que tous les gens qui ont l'autorité ont tort, mais apprendre que tu as le droit d'avoir le doute face à des gens qui ont l'autorité, c'est apprendre à réfléchir sur ce qu'ils te proposent déjà. D'accord. Et ici, dans autorité, on mélange évidemment autorité narrative et autorité, légitimité sociale, tu vois, légitimité politique. Donc ça t'apprend à... Si tu veux, le truc, c'est qu'en fait, toute la crise sur du Covid qu'on vit depuis décembre 2019, si tu veux, c'est une immense partie de Minuit pour toujours. C'est une immense partie de Minuit pour toujours où chacun raconte des trucs différents. Ça. Pourquoi je me sens aussi malaisé quand je joue à ce jeu et pas aussi malaisé quand je joue à la réalité? Parce que quand tu joues à la réalité, tu sais que tu as encore moins de pouvoir. Donc moins de responsabilité. Peut-être aussi parce que quand tu joues, à mon avis, Rome, spécifiquement toi, tu serais peut-être mieux comme citoyen parce que tu assumerais le fait de patauger, mais c'est la violence que tu dois infliger quand tu es dans un poste de ministère est trop difficile pour toi. Peut-être, ouais. Et peut-être que tu kifferais d'être soit secrétaire général. T'as vu d'ailleurs, j'étais en comme moi toujours avec Adrien. Alors, je crois en surplomb. Je crois que je ne kifferais aucun rôle dans ce jeu, si ce n'est celui du secrétaire général, parce qu'il y a un petit côté scientifique qui regarde les rats dans le laboratoire. Et encore, je pense que j'y prendrais moyen plaisir, parce que je pense encore une fois que je me projetterais trop dans le citoyen. Je me dirais, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de lui infliger indirectement. Donc ça me poserait un problème. En fait, dans le fond, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Ouais, je vois bien ce que vous voulez dire avec le jeu et tout... Mais la réalité le dit bien aussi. En fait, mon problème, c'est quel est votre présupposé vis-à-vis du réel, à vous, autour de cette table? Est-ce que vous pensez qu'il y a une réalité qui résiste quand même? Ou est-ce que vous pensez qu'on est vraiment en train de jouer à Minuit pour toujours? Ne se prononce pas. Je pense que la réalité, elle est bleue. D'accord, très bien. Okay. Je pense qu'il n'y a pas besoin de t'en parler un peu tout à l'heure de cette question-là, de est-ce que c'est un présupposé nécessaire, soit pour jouer, soit pour concevoir le jeu, de se dire que la réalité existe. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, tu peux avoir un citoyen qui est dans une optique. Non, la réalité doit exister quelque part, même si j'y ai pas accès, si elle est biaisée, etc., si elle est tordue, et je vais essayer de m'y raccrocher.
Et ça peut être une façon de se rassurer ou de tenir ou quoi que ce soit, d'essayer de faire sa vision de la réalité. Et tu peux aussi jouer en te disant, dans la réalité, fondamentalement, elle n'existe pas, je vais juste me démerder avec ce que j'ai. Et en fait, dans un cas comme dans l'autre, tu fais avec et tu joues quand même, quoi. Je sais pas s'il y a un présupposé fondamental sur la nature de la réalité qui est le même. Dans la quel qu'il soit. réalité, t'as plus de 3 programmes. Et ils sont pas dictés par un directeur général, tu vois. Bien sûr. Mais ce jeu, oui, ce jeu, c'est peut-être la réalité en plus concentré. Avec, il y a 3 opinions contradictoires. Mais qu'est-ce que vous voulez dire du réel, là? Vous voulez le dire réel, qu'il c'est est ça, comme, en fait. comme il est dans Minuit pour toujours? Bien Ouais. sûr. Ah ouais, ok. Et ça te pose pas de problème? Ah bah moi j'ai toujours. oui, moi, Putain, c'est... pourquoi tu crois que je suis un angoissé fondamentalement? Non, mais regarde Adrien, il a un grand sourire, lui. Toi, t'es angoissé, mais lui, il sourit. Ben oui. Pourquoi il sourit? Mais parce que maintenant que je sais ça, maintenant que j'en ai cette compréhension, je peux jouer avec. Alors voilà. Et là, moi, je trouve qu'il y a une Oui, il y a des dérive là. mais il y a des éléments sur lesquels je sais que je n'aurai pas de contrôle, mais je sais que je peux me placer en situation de contrôle. J'ai noté dans ma note, présupposé sur la perte du réel, 2 options. Si je recherche le réel, ce jeu me fout un vertige et une claque monumentale. C'était ma position lors de cette partie. Et puis, il y a une autre position. C'est si je ne le cherche plus. Si je cherche plus le réel. Et donc, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est, mais dites-moi, les gars, vous auriez pas fait un beau jeu nihiliste, là? Mais alors, ça va être encore pire ce que je vais dire, mais t'es pas là pour chercher le réel ou ne pas le chercher, t'es là pour gagner. Tu t'en fous? Et alors, c'est pas pire, Non, ça? C'est c'est là pire, pour c'est survivre. Pour le nihilisme, je suis Oui, pas pour sûr, survivre. Romaric, parce C'est que putain de parce que nihiliste, pour ouais, moi- vous êtes des nihilistes. Non, Allez, je me casse suis de pas, ce je suis pas podcast. d'accord. Hein. Parce que pour moi, dans cette partie, moi en C'est tant que citoyen, nihiliste. comme je te le disais tout à l'heure, tu disais mais il n'y a pas de réel dans cette partie. Moi en tant que citoyen, alors je sais pas pour tout le monde, tu vois, je dis pas pour tout le monde, mais pour moi citoyen, c'était ce qui était dit. Et quelque chose qu'un ministre disait, certes, vous pouvez être arrangé, enrobé, reformulé plus tard, mais il n'empêche que quand on me dit que mon enfant a des taches sur le corps, mon enfant a des taches sur le corps. Et cette réalité, elle est là. Moi, tout ce que je peux faire, c'est me battre pour la réalité future. C'est qui c'est que j'écoute, le mec qui me fait peur à me parler de mon bébé qui me parle dans ma tête, celui qui dit que mon appartement il pue, qu'il est malade, qu'il y a des voisins et des flics qui viennent défoncer la porte, ou celui qui dit non mais tout va bien, les médecins on va changer le patrimoine génétique de votre fils et ça ira mieux. Tu vois, j'ai ce choix là. Donc ça veut dire que la réalité, c'est toi qui la détiens. Mais non, la réalité c'est tout le monde qui la détient. Exactement. C'est un compromis permanent. C'est la réponse mais le truc, c'est que j'avais noté pour la C'est partie. qu'il faut se La battre. réalité, c'est la partie, en fait. Et personne ne la détient. Il faut se battre pour que Effectivement. ta réalité advienne en fait. C'est Les là qu'on souffrances sont retrouve le réelles. côté compétitif et le côté avoir envie, enfin être là pour essayer de gagner, mais pas pour gagner. Parce que si t'es là vraiment pour gagner, tu as ce désespoir-là, cette frustration. Moi, je tout le l'ai reste. ressenti, là, vraiment. Et en fait, et c'est là où le rôle de citoyen est un peu particulier parce que ça peut à la fois être le plus difficile et en même temps, c'est un peu. Moi, quand j'ai à la deuxième partie que j'ai fait, donc là c'est la troisième, à la deuxième partie que j'ai fait où j'étais citoyen, c'était en fait plus facile, je trouvais, que ministre dans une certaine mesure, parce qu'il y a un côté. De toute façon, je suis le citoyen, je suis le challenger, je suis l'underdog, je sais pas comment dire, quoi, celui qui va galérer, qui va en chier, qui a plusieurs adversaires en face. Et pour moi, quand tu vas vers le rôle du citoyen, cette posture de chercher à gagner, mais pas dépendre de la victoire pour passer une bonne partie, il est vraiment fondamental. Et c'est un peu ce que moi je trouve qu'il y a dans l'esprit citoyen quand tu passes la parole entre guillemets agressivement au ministre. Quand tu es citoyen, tu es sur la défensive, tu te bats en permanence et tu essayes de garder le contrôle. Et il y a plein de trucs que tu fais qui sont de l'intimidation, qui sont là juste pour essayer de faire comprendre au ministre je vais pas me laisser faire. Mais est-ce que tu crois pas que si on joue parfaitement à ce jeu, on perd aussi l'horreur rôliste attendue par le jeu? C'est-à-dire qu'en fait, Oui. il faut toujours être quelque part dans une position intermédiaire. oui et non. Ni trop y croire, ni pas assez. Sinon, si on n'y croit pas Quand assez, tu- on se dit, oh, de toute façon, c'est qu'une partie de jeu de rôle. Ça va non, parce que s'arrêter. je le prends au Romaric, sérieux. Quand tu commences, Ah oui, mais le prendre au sérieux, c'est se dire qu'il existe quelque chose de sérieux. Ouais, mais comme ta condition de Excuse-moi. victoire, c'est une condition fictionnelle, même si tu es en mode je veux gagner, tu vas prendre au sérieux la fiction pour que cette condition ait lieu et qu'elle arrive. Et en fait, tu prends les choses très sérieusement. Moi, je vais pas spoiler du tout au cas où, mais la deuxième partie que j'ai jouée où j'étais citoyen, il y a plein d'éléments de la préparation qui font elle a particulièrement, plus que celle-ci, des discours contradictoires, des choses foireuses, des secrets, des trucs comme ça, et des jeux de mais qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, quelle est la vérité. Et moi, en fait, j'avais besoin pour jouer
de me dire il y a une vérité qui existe. Voilà, c'est ça. Mais en dehors même de moi et des ministres, et de façon très, très méta, me dire le ministre là, en tant que le joueur en face de moi, il me dit un truc, mais moi, ma vision de la fiction est telle qu'il y a des informations qu'il n'a pas, qui fait que je m'autorise à interpréter ce qu'il dit. Sans exemple, c'est compliqué, mais c'est pas grave, je ne spoilerai pas, même si ça restera flou. Je sais que ce qu'il dit ne peut pas être vrai tel quel. Et donc, je me sens légitime à challenger son autorité sur ce point, en sachant que le secrétaire général dans son coin va plus ou moins se dire si ça passe. Et en fait, cette réalité illusoire, c'est ce champ de bataille permanent, mais tu peux y croire dans le sens de te dire à la fin de la partie, celui qui a gagné, c'est lui qui est la réalité, elle existe, point barre, ou tu peux juste te dire c'était un moyen, c'est un champ de bataille, finalement il n'existe pas, on s'en fout un peu, quoi. Tout comme l'existence, la réalité des choses dans le monde réel, j'en ai pas besoin pragmatiquement en fait. C'est intéressant. Adrien, Fabien, je ne sais pas. Ouais. Moi j'ai un truc vraiment important, une idée vraiment importante pour répondre à ce que tu dis et à cette accusation de nihilisme. Moi. Ouais, Romaric. Je pense que fondamentalement, c'est un jeu émancipateur. C'est fondamentalement un jeu émancipateur. Je suis d'accord. Parce que, en réalité, la réalité, donc, Il faut expliquer pourquoi. C'est ça qui m'intéresse. La réalité, au sens où on l'a décrit jusque-là, elle a toujours été possédée, manipulée par les dominants. Tu vois, enfin, on parlait de l'Église catholique, ou même d'autres institutions. Hein, c'est pas spécifique à l'Église catholique, mais qui pendant longtemps a imposé sa vision du monde. Dans les Lumières et dans la science, il y a un espoir d'arriver à se mettre d'accord sur le réel à travers la science. Mais tu vois bien que malheureusement, très rapidement, au cours du 19e siècle, la science, ou au moins une partie de la science, est redevenue une manière de légitimer des positions de pouvoir. Alors, heureusement, il y a un peu plus de marge que dans la théologie. Mais enfin, la science aussi, elle s'est laissée prendre à une construction de la réalité qui renforce les classes dominantes. Là, tu parles surtout des sciences économiques. Sciences économiques, politiques. Oh, la physique et la biologie aussi, hein. La physique et la biologie aussi, parce que si tu veux, selon ce que non, je suis curieux, vas-y. selon tu rigoles très vite, Romaric, j'ai l'impression. Hein, selon ce que tu, par exemple sur la biologie, c'est sans doute le plus facile à montrer. Si tu choisis de développer une agriculture intensive, tu vois, une certaine forme de rapport à l'animal, etc. Tu crées ou tu pousses en avant une société consumériste, une société. Mais ça, c'est pas la biologie, ça. Ah oui, d'accord. Ça, c'est l'agriculture. C'est du politique, ça, si tu veux. Ok, mais tu peux pas distinguer la biologie de la façon dont les scientifiques la pratiquent déjà. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Adrien, que la biologie dans l'absolu, parce que là, tu vas nous faire le coup, oui, mais ça, c'est pas la biologie, c'est la biologie telle qu'elle est faite. Enfin, tu vois, tu vas nous faire une espèce de distinction, là, je le sens arriver. La biologie, c'est l'étude du, c'est pas la mise en pratique du. Ah voilà, bah oui, mais le problème, c'est difficile de distinguer les deux. Tu vois, c'est difficile de dire la biologie, c'est quelque chose d'autre que ce que les laboratoires pharmaceutiques en font en ce moment, tu vois. C'est compliqué, quoi. Et donc on peut reprendre à la limite le débat sur la science, c'est pas le plus important, mais il y en a d'autres et ensuite il y a d'autres visions du monde qui se sont imposées. Et ce que je veux dire, c'est que on arrive maintenant à un moment où que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, mais les visions du monde se multiplient et se combattent. Et tu as besoin, en tout cas la meilleure manière de s'en sortir, c'est pas nécessairement d'adhérer à une nouvelle réalité, parce que tu pourrais avoir envie de te dire, en fait j'ai été chassé du paradis en quelque sorte, et j'essaye d'y revenir de manière forcenée, par l'ingénésique, tu vois, à nouveau le fascisme qui ramène sa sale gueule. Tu pourrais avoir envie de revenir à une réalité et de te remettre sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Mais peut-être que la meilleure manière de vivre ça, c'est juste d'admettre que le concept de réalité, il est fondamentalement autoritaire et il faut trouver une manière de vivre, d'être critique, tu vois. Et effectivement, de pas non plus abandonner cette quête, parce que si tu dis il y a pas de réalité, c'est fini, tu vois, à ce moment-là il y a plus de, voilà, t'as dépensé tous tes Antoine fait le signe, t'as dépensé tous tes jetons flous, c'est ça. Donc il faut arriver à danser. Il faut arriver à danser, c'est-à-dire à être jamais sûr de quoi que ce soit, mais d'avancer néanmoins. Il y a une guerre
pour décrire le réel. Chacun décrit le réel à sa manière et on est le citoyen baladé dans cette espèce de guerre incessante pour avoir le droit de dire ce qu'est le réel. Et en fait, la meilleure manière de s'émanciper de cette guerre, c'est d'abord d'avoir conscience qu'elle a lieu. Ouais. Et Minuit pour toujours est un jeu qui essaye de mettre en scène, de faire prendre conscience aux participants de son système, de l'existence de cette guerre, de façon un peu radicale, peut-être un peu violente, j'irais même frustrante. Surtout de la façon dont elle est menée. Parce qu'en fait, Mais Attends, moi, juste un point quand même, pour finir ce que je voulais dire. Mais par contre, il n'y a pas de solution, tu vois. Si ce n'est, ok, on a conscience de ça, mais il n'y a pas de solution parce que c'est ce que tu dis, Fabien. Donner une solution, ce serait à nouveau reproposer une vision de la réalité qui nous ferait finalement, qui ferait dire. C'est pour ça que toi, Valentin, tu te prononces pas quand je pose la question, parce que tu dis, mais attention, si je prends le parti de dire à nouveau que Minuit pour toujours donne le parti de dire ce qu'est le réel, alors il s'inscrit lui aussi dans ce combat. Et nous, on ne veut pas. C'est ce qui donne l'apparence nihiliste du jeu. Parce qu'il semble ne pas vouloir prendre parti. Mais ce que vous dites, c'est la guerre existe. Et justement, c'est ne pas y prendre parti. C'est comme ça qu'on existera et en le fait, mieux. moi, je vais te dire, un secret de cuisine que j'ai comme secrétaire général, c'est que je considère que le citoyen a gagné quand le joueur ou la joueuse qui joue le citoyen arrive à trouver une tangente. C'est-à-dire arrive à faire en sorte, d'une manière que personne n'a prouvé, personne n'a pensé, à amener la réalité dans un endroit complètement différent, qui n'appartient pas et qui ne correspond à aucun des trois C'est ça ministères. que tu appelles danser quelque part. Danser sur les guerres. Et- Voler et- au-dessus des conflits. Même pas au-dessus, non, mais Transcender. de s'enfuir d'une Trouver une manière qui ne soit pas alternative, lâche, quoi. Pardon. Trouver une alternative. S'enfuir d'une construire- manière qui ne soit pas lâche. C'est génial quand même. Ça, c'est assez... Pourquoi s'enfuir? Parce que tu peux pas, ils sont plus forts que toi. Mais en même temps, arriver à construire quand même quelque chose, tu vois. Enfin, et la vérité, c'est qu'en fait, quand je me lance dans une partie de Minuit pour toujours, le citoyen ou la citoyenne, je ne sais jamais comment ils peuvent gagner, ou ah ouais, rarement. non, pareil, hein, ça c'est clair. Mais il m'est arrivé d'avoir des fois où je me disais oh, extraordinaire. Ça c'est un moment d'émancipation, tu vois, dans cette fiction. Et donc, Il tout s'en à est fait sorti, logiquement, c'est le citoyen et la citoyenne, parce que les autres ministères, en fait, si tu ne joues plus le jeu, ou si tu le joues de jeu d'une règle qui t'appartient entièrement, eh ben, t'as gagné. J'espère que les anarchistes autour de la table seront d'accord avec moi. En tout cas, ça résonnera dans leur façon de penser. Voilà, moi, une des premières réponses que j'avais au problème de nihilisme, parce que je me suis posé la question même pendant la partie. Tu vois, je me suis posé. Et c'est pour ça que quand tu dis j'étais en surcharge cognitive, j'étais plus qu'en surcharge cognitive parce qu'en plus je savais qu'il y avait un podcast à faire derrière. Donc t'imagines, il fallait en plus que je prenne des notes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, dans le fond, le réel. Alors, parce que moi, je suis désolé, mais j'ai envie d'essayer quand même de donner une réponse, parce que ça fait partie de ma manière de danser, pour reprendre l'expression de Fabien. Le réel, en fait, c'est la partie elle-même. C'est les souffrances de cette mère à qui qu'on déchire. Alors, à tu vois, travers, moi, par etc. exemple, C'est. parce que Minuit pour toujours, c'est une. Enfin, je dis toujours que le jeu de rôle, pour moi, c'est vraiment une quête existentielle et spirituelle, parce que j'essaye de comprendre aussi, de répondre à des questions en créant des jeux, tu vois, de m'obliger à y réfléchir, de me faire progresser là-dessus. Et par exemple, moi, une réalité qui vraiment me frappe, depuis que je suis papa, notamment, mais dans d'autres circonstances, c'est que la souffrance, si tu veux, ça a pour moi, une existence ontologique. Pour moi, la souffrance, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que le care, pour revenir à un autre podcast, est tellement important pour moi. Ouais. C'est que prendre en charge la vulnérabilité, prendre en charge à la fois soi-même et les autres, c'est déjà une base sur laquelle on peut recommencer à marcher. Et sur laquelle je vois pas comment ça peut être autoritaire ou fascisant, tu vois. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est pour ça que c'est tellement important, le care, pour moi. C'est le podcast où on fait de la pub rétroactivement pour d'autres podcasts. Non, c'est le podcast où on voit que finalement, Minuit pour toujours, c'est bel et bien un jeu d'auteur. Parce que à travers les problématiques que vous soutenez dans ce jeu, c'est aussi tout un tas de vos questionnements existentiels qui se reflètent, tu vois, du cynisme ou je sais pas comment appeler l'attitude d'Adrien. C'est pas du cynisme, mais
tu t'amuses de la... Tu voles au-dessus de la... Toi, ta manière de danser sur la guerre des réels, oui et non. c'est d'en rire. La partie, je l'ai quand même subie. La partie, je l'ai quand même subie. Ah oui, ça c'est clair. Mais non, il n'empêche que derrière ça, tu sais que quand un politique assène une vérité, c'est sa vérité, qu'il aimerait qu'il soit la vérité générale. La grande question que je pose toujours, qui moi m'attriste profondément, c'est les fois où je me dis, le mec en face, il n'est pas en train de jouer son jeu pour convaincre les gens. Le mec en face, souvent, j'ai l'impression qu'il en est intimement convaincu. Et c'est ça qui me fait le plus mal au cœur dans les histoires. Moi, j'ai 2 trucs à raconter là-dessus. C'est génial. Et en fait, moi, c'est ça ma réflexion, c'est qu'est-ce que les gens défendent, pourquoi, est-ce qu'ils y croient vraiment ou pas, et du coup, à mon échelle, est-ce que je peux convaincre des gens, pour moi, il y a quand même un réel dans le sens où il y a des faits qui sont là, quoi. On peut pas. Il y a dans le monde social la vérité qui va être discutée et commence à faire évoluer la mentalité des gens, mais il y a quand même un réel factuel qu'on peut. Ça, c'est bizarre chez toi, cette idée que tu crois au réel factuel. Et on en revient à ce que tu disais par rapport à la science tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que on peut, tout ce qui est du domaine social, c'est tellement compliqué à avoir accès à des données précises sur plein d'éléments. Hein, ce que ressentent les gens, c'est tellement dépendant de ce qu'ils ont vu le matin même à la télé. Enfin, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que je peux pas parler du sentiment. Par exemple, un sentiment d'insécurité. Moi, ça me parle pas. Tu vois, je sais pas quoi en faire. Bien sûr. Par contre, savoir combien de gens sont morts par balle dans l'année, on a les chiffres en fait. On a un fait. On peut voir si ça augmente. C'est un fait si social diminue. aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, mais c'est pas quantifiable. Tu vois ce que je veux dire, il y a une question de quantifiable ou alors pas. Alors ça, t'es en train de nous refaire le débat entre qualitatif et quantitatif en sciences sociales, mais un petit peu. Enfin, les auteurs du jeu ne sont pas d'accord entre eux, je crois. Oui. C'est la bataille pour la réalité qui est entre eux-mêmes. mais parce que même ces chiffres, ce que je veux dire, c'est que je sais que ces chiffres d'ailleurs peuvent être interprétés, on peut faire dire plein de choses à plein de choses. Donc, mais malgré tout, il y a des éléments sur lesquels, tu vois, élection présidentielle américaine qui aura lieu bientôt. Donald Trump va se déclarer vainqueur. Ouais. On peut compter les votes, on peut savoir qui a gagné vraiment ou pas. Ouais. Il va se déclarer vainqueur. Qui aura gagné ? Il y a une réalité factuelle qui est celui qui aurait dû gagner. Il y a une réalité factuelle autre qui sera vraiment président. Donc vous aurez compris que ce podcast est enregistré avant les résultats. Vous les avez sans doute. Oui. Mais on pourrait simplement t'opposer un simple raisonnement qui serait le résultat même des votes est un enjeu. C'est-à-dire que c'est probable qu'on dise mais non, mais la manière même dont on statue sur le réel n'est pas claire. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Moi, il y avait 2 personnes qui voulaient prendre la parole, Antoine et Fabien. Moi, c'était pour réagir à un truc qu'Adrien disait avant. Donc, d'accord. Peut-être Antoine, puis après Fabien, on fera une grande. Je trouvais ça vachement intéressant ce que tu disais, c'est parce qu'il y a quelque chose, il n'y a rien dans Minute pour toujours qui est mis en place, qui toi est différent par rapport à ce détail que tu as dans ta perception des choses, c'est que les ministères sont déshumanisés et que on est dans une posture de les faire gagner, quitte à les faire gagner à contre-cœur, et qu'on est dans un calcul, etc. Et c'est intéressant ce que tu dis, que par ailleurs, dans la réalité, au-delà de ce jeu, toi, c'est quelque chose qui te surprend et qui te choque de se dire que ces ministères-là, par ailleurs, au bout du compte, il y a des êtres humains individuels qui, de plein de façons, les incarnent et qui, eux, pour les incarner, pour le coup, ils croient vraiment. Tu vois, c'est pas des joueurs de Minute pour toujours qui sont là en lisant leurs fiches morts de rire et qui se disent oh putain, ça va être chaud. Bon, je vais tenter le coup, mais voilà. Le monde serait tellement beau si c'était ça. C'est ça. Mais du coup, oui, parce qu'ils seraient quelque part émancipés, ils seraient conscients. Toi, ce qui te rend triste, c'est le fait qu'ils soient inconscients de leur propre déterminisme. Ça, je trouve ça très intéressant. Par ailleurs, pas comme. Du tout. Vas-y. Non, mais évidemment qu'il y a un peu les deux à la fois, mais je trouve ça intéressant de quand même se poser la question aussi des déterminismes des ministères de la réalité. C'est quand même des êtres humains derrière qui peuvent avoir plein d'aspects très manipulateurs et très je sais pas d'autres adjectifs là tout de suite, mais bref, mais en même temps qui quelque part ils croient aussi à leur discours pour être dedans et se poser les questions, et justement pour anticiper d'autres gens, même ceux qui sont dans les ministres, pas qui sont les citoyens. En fait, le citoyen, il n'est pas encore acquis à une cause et il apprend à jongler, à danser, mais c'est aussi intéressant de se poser la question comment des gens qui sont dans des ministères, ils peuvent s'aider eux-mêmes et on peut les aider à en prendre conscience, quoi. Ouais, c'est une ouverture sur autre chose, mais ça me faisait penser à ça. Alors Fabien. Alors je pense que les gens qui font ça et qui produisent de la communication du discours, on a déjà eu cet échange-là hors micro, ils savent très bien ce qu'ils font. J'ai une copine qui fait une thèse. Attends, faut que je fasse gaffe sur ce que je peux raconter. Qui fait une thèse sur un cabinet de conseil en communication.
Et en fait, ils produisent de la contre-réalité pour permettre à des entreprises de faire des trucs absolument dégueulasses et de faire passer ça comme quelque chose de formidable. Enfin, ils créent de la novlangue, quoi. La novlangue, c'est te faire croire que la guerre, c'est la paix, quoi. Enfin, tu vois. Et Les actions de maintien de la paix. oui, ou plein d'autres choses du même ordre. Et ils le font en sachant, en étant des boss de la linguistique, en sachant très bien ce qu'ils font, en comprenant tous les aspects illocutoires, perlocutoires. On rigole parce qu'on a beaucoup discuté de ça ce matin, c'est pour ça. Enfin, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs. Donc, à mon avis, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, moi, du coup, je te renvoie le niveau +1, genre juste au-dessus. Tu vois, ils vont dire, on veut faire la guerre. Par exemple, je suis un président, je veux faire la guerre et je veux le passer pour faire le bien. Donc, je fais appel à ces boîtes de communication. Très bien. Ok. Moi, je te dis, mais pourquoi ce mec-là, il veut faire la guerre en fait? Et pour moi, ce mec, il est convaincu que faire la guerre, c'est bien, tu vois. Ouais, mais ils font Ils savent ce qu'ils font sur la méthode, en fait, sur les moyens employés. Attention, parce que là, il y a des histoires de stratégie d'acteurs aussi. C'est qu'en fait, tu fais pas la guerre par hasard. Tu fais la guerre parce que tu sais que ça correspond à une manière de te faire réélire, parce que tu sais que ça correspond aux intérêts des gens qui t'ont fait élire, parce que ça te permet de t'enrichir. Peut-être que te faire réélire, c'est une motivation pour certains, mais je suis pas sûr que c'est une motivation pour tous les gens qui prennent des décisions politiques. Enfin, tu vois, la Seconde Guerre en Irak, c'est les motivations de comment il s'appelait le président des États-Unis à ce moment-là, Dick Cheney. C'était assez évident. Ça fait rigoler personne. Dick Cheney, non, j'ai pas. Non, c'était George W. Bush. Pourquoi Dick Cheney? Parce qu'il était c'est pas lui qui était le. C'était celui qui dirigeait Trump. Ah oui, d'accord. W. Bush c'était son. De derrière. Maintenant, on le sait. Si tu veux qu'il était. Il avait un puppet master. Oui, si tu veux, tu peux voir les choses comme ça, mais enfin, c'était lui qui était particulièrement solide là derrière, quoi. Et je connais pas assez des histoires américaines pour ça. Et donc et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que sur pourquoi chez Adrien il y a pas, je pense que, en tout cas moi, cette angoisse, tu vois, ça c'est aussi un truc dont on avait parlé en dehors des micros. L'histoire de l'humanité est faite de blessures narcissiques. On te prétend que tu es au centre de l'univers. Eh ben non, visiblement, la Terre tourne autour du Soleil, et en plus même le Soleil, il n'est pas au centre de l'univers. On te prétend que tu es un être exceptionnel dans la création. Ben non, tu es sans doute un singe un peu évolué. On te prétend que tu as un libre arbitre et que tu sais ce que tu fais. Ben non, tu as quand même un gros inconscient, et parce que papa et maman t'ont élevé comme ça, ben toute ta vie, tu vivras de telle ou telle manière. Et donc il y a tout un tas de blessures narcissiques qui se font. Et une blessure narcissique peut-être... Pour l'occidental, oui, t'as raison. Et peut-être qu'une blessure narcissique sur laquelle on appuie, c'est en fait ce que tu croyais être la réalité, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un ensemble de faits auxquels tu pourrais te tenir fermement. Et ben en fait, ces faits, ils t'échappent. Ils sont construits par des entités qui ont des intérêts. Et voilà. Et en fait. Somebody want to use you. Et en fait, tu es obligé de faire un effort supplémentaire pour être vraiment libre. Et je me demande. Donc moi, par exemple, c'est un truc dans lequel j'ai jamais eu le sentiment fondamentalement de. Enfin, si, ouais, j'étais très croyant à une époque, mais. En tout cas, il y a peut-être des gens pour qui, et je me demande si c'est pas le cas pour Adrien, en fait, ils sont pas inquiets par rapport à cette histoire de réalité parce que ils n'y ont jamais cru en quelque sorte, tu vois. Alors c'est exactement ce que je veux dire. Et donc il y a pas de blessure narcissique. Et donc il y a pas d'angoisse, tu vois. Si moi, par exemple, j'ai pas d'angoisse sur le fait que mon esprit soit déterminé. Je ne crois pas en l'unité du moi. Je pense pas vraiment avoir un libre arbitre. J'essaie de me dépatouiller au quotidien, mais si les gens me disent, t'es complètement déterminé, je fais ouais. Ouais, alors. Tu vois. Alors que si tu y as cru toute ta vie, au moment où tu le réalises, tu peux être très longtemps très angoissé, tu vois, comme ça. Mais c'est pour ça que je te disais au départ, et ok, si je cherche le réel, ce jeu me fait du mal, mais si je le cherche plus depuis longtemps, tu vois, un acteur totalement cynique dans cette société pourrait jouer à Minuit pour toujours, et si ça se trouve, il prend du plaisir en se disant, bon, oui, c'est mon quotidien. Il n'y avait pas quelqu'un qui vous avait sorti ça à un moment donné, quand vous aviez fait playtester Minuit pour toujours, qui avait joué avec vous, qui vous avait dit, ouais, mais si vous voulez, ça m'ennuie un peu, parce que c'est mon quotidien.
Non, c'est pas vous. Ça me rappelle Ça me rien. dit Ok, rien, non. bon, j'ai dû. non plus. Ouais. C'est par rapport à notre jeu alors. Un peu ou minuit ou peut-être l'horloge du diable. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des parallèles entre les deux jeux. Alors c'est L'horloge marrant, moi du diable. j'y ai joué il y a pas longtemps à l'horloge du diable, Ouais. et en fait pour prendre du plaisir à l'horloge du diable, il a fallu que je me dise, comme je vous l'ai déjà dit, je joue en essayant de gagner, mais Ouais. pas pour gagner. Parce Ouais. que là aussi dans l'horloge du diable, il y a plein de moments où tu as de l'arbitraire, ou Ouais, bien sûr. si le mec que tu as en face de toi il parle trop lentement, ben, ton sablier se vide à pleine vitesse, et puis ils m'ont fait le coup d'un petit vieux comme ça qui était là. Oui, alors, bon, c'était affreux quoi. Et en fait, il faut pas jouer en essayant d'optimiser quoi. C'est pas possible. En tout Faut cas, admettre l'arbitraire. c'est un truc que je trouve incroyable avec les nouveaux jeux de rôle en fait. Je sais pas comment les appeler, mais j'ai envie de les appeler jeux modernes. Alternatif peut-être. Alternatif, merci Fabien, oui bien sûr, puisque c'est effectivement ton violon d'ingre. Et je suis d'accord avec toi que alternatif leur convient très 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 bien. C'est qu'en fait ils nous proposent des expériences et que dans le fond on s'en fout un peu de savoir si le joueur il a apprécié ou pas la partie. Ce qui compte c'est qu'il ait ressenti l'expérience qu'on a envie. Tu vois, moi par exemple j'ai pas du tout apprécié cette partie. Mais j'en ressors avec une expérience, comme Dog Eat Dog d'ailleurs, dont on avait parlé tous ensemble. Après, si on peut faire les deux en même temps, c'est bien quand même. S'il y a au moins. Oui, mais On va pas snobber le plaisir, quoi. Oui, tout Oui, à oui. fait. Non, je dis pas qu'il faudrait que le jeu de rôle ce soit que ça. Tu vois, si le jeu de rôle c'était que des expériences comme ça, un peu trashouille, où tu ressors, t'es mal à l'aise, t'es pas bien, tu regardes tes amis un peu en Moi, coin. je et t'as- serais content. Oui, toi tu seras content, ça c'est sûr. Mais moi, tu vois, je sais pas si je continuerai à en faire. Tu vois, tout simplement. Mais je suis content que ce genre de choses existe aujourd'hui, en 2020. Voilà, point. Parce que ça, à une époque, on t'aurait dit c'est pas du jeu de rôle, Bah, c'est pas on du nous le jeu. dit toujours, si On nous tu le dit veux. toujours. Ouais, mais je Tu trouve veux- ça, ce qui est- ça- en fait, ça ce qui est tend à intéressant- se tarir quand même. Ce qui est intéressant, c'est que Je trouve ça beau. en fait, ça laisse présager d'autres jeux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Les portes. le jeu en lui-même, il est intéressant, mais ce qu'il montre, c'est qu'on peut faire des choses vraiment Et inattendues. politiques qui disent, tu vois, ah si. Oui, tout à fait, tout Il à y a fait. un propos politique Politique très ou, fort. ou autre chose, tu Tu vois. vois. Et donc, en fait, ce que ça montre, c'est qu'il y a des espaces inexplorés dans le jeu de rôle. Oui, c'est ce que C'est je veux ça, dire. c'est voulais ça ce que boucler je veux avec dire. le podcast, les portes qui nous restent à ouvrir, tu sais, Ouais, qu'on tout avait à fait. fait là. Les... Il On y a- sait, c'est le jeu de rôle le plus beau du monde, mais personne n'y joue. Et parce que peut-être il manque ces expériences-là un peu plus, j'allais dire littéraires, mais non, expérimentales, politiques, d'éducation populaire. Après, Moi, je classerais ça dans moi, j'aime pas trop l'éducation populaire, hein, l'opposition, Mini pour tu vois, entre expérimental et Non. plaisir. Moi, j'ai du plaisir dans tout ce que je fais, tu vois. Enfin, Je suis sinon, désolé, le mais fais pas, il faut des mots pour parler. Et c'est vrai que c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est Tu vois, compliqué. parce Je les que oppose sinon, il y a des pas. réacs qui nous disent ouais, oui, alors j'ai une mental, mais moi, je fais du plaisir, et puis moi, je m'amuse. Non, Du mais fun. ce que je veux Mais dire, c'est pas- justement, pas- c'est l'inverse tu vois. que je veux dire. Ce que Je veux sais dire, bien, c'est que justement, c'est il faut cool. clarifier les choses de Ouais, ce point il de faut vue-là. clarifier ça parce que moi, ce que je veux dire, c'est que c'est cool que ça puisse exister ce genre de jeu. Mais tu vois, il faut aussi avoir conscience que le jeu de rôle peut aussi servir à faire C'est autre chose. et se divertir. ouvrir des possibles, ouvrir Voilà. l'univers des Mais c'est possibles. cool, je trouve ça cool que le jeu de rôle, je répète ce que je disais, que le jeu de rôle puisse permettre ce type d'expérience. C'est en fait au cinéma, on citait avec Adrien hier Human Centipede comme expérience extrêmement dérangeante. Au cinéma, tout le monde juge acceptable qu'un film puisse être profondément dérangeant, puisse être une expérience profondément dérangeante. C'est-à-dire que quelqu'un sorte effrayé après un film d'horreur, ça ne choque personne. Et ce que je trouve fort, c'est que je trouve qu'on est arrivé au moment dans le jeu de rôle où enfin, ressortir d'une expérience de jeu de rôle sans en avoir ressenti tout spécialement du divertissement ou du plaisir, enfin, eh bien ça devient acceptable. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est-à-dire, enfin, il peut exister effectivement des jeux d'horreur rôlistes. Et je trouve qu'on est arrivé à ce moment où le public a l'intelligence de dire ah ouais, effectivement c'est possible. Et donc maintenant, je pense que Minuit pour toujours, comme l'horloge du diable, regardez l'attente suscitée par l'horloge du diable. Ça prouve que le public est là. Il est là. Et ça, à mon avis, c'est une grande victoire pour le jeu de rôle alternatif. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez... De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça me fait beaucoup rire parce que la manière dont tu as prononcé cette dernière phrase, ça fait tu essayes de dicter ta réalité. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on a toujours Mais dit que la cellule est un La podcast cellule de est propagande. un podcast hein. de propagande. Alors Exactement.
Exactement. Et donc, c'est parce qu'on a bien conscience de tout ça qu'on peut aussi être transparent avec nos auditeurs. Mais propagande, pourquoi ? Mais parce qu'on fait Moi, je suis confiance fier aussi du aux produit que je auditrices vends. et aux auditeurs Voilà. pour être critiques. Moi, quoi. je suis fier Enfin, de la propagande que si ma propagande, c'est de la propagande émancipatrice qui vise à faire prendre conscience aux gens de leur propre déterminisme, moi, je suis fier. Et de faire à de mon la avis, propagande pour ça. et à mon avis, des gens qui sont pas d'accord avec nous politiquement fondamentalement, tu vois, genre des gens de droite très conservateurs, je pense qu'ils y trouvent aussi quelque chose de super intéressant, même s'ils ils ne l'admettront jamais. Mais au fond, ils nous aiment parce que on est transparent sur la manière et puis on les oblige à Puis réfléchir. Ils ont tu vois. enfin un adversaire à leur mesure. Oui, mon cul. Bon, allez. Merci en tout cas pour ce jeu de rôle. Ça m'a pas plu, mais ça m'a beaucoup plu. Merci Adrien, merci Fabien. Vous avez Mais des de choses rien. à rajouter peut-être, je sais pas, En fait, quand on aura éteint les micros, je voudrais qu'on fasse un temps de sécurité émotionnelle pour redescendre. Mais on fera ça les micros éteints. Merci Adrien, merci Fabien, merci Antoine, Ouais. merci Valentin. Gros bisous. À très bientôt tout le monde. Salut, Portez-vous ciao. bien, Ciao. surtout jouez bien. Ça va tout le monde ? Oui, ça va.